Bonsoir. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Ils sont 9 qui ont été retenus après le premier travail d'écrémage effectué par Elections Cameroun, qui a publié ce matin la liste des candidats retenus pour prendre part à la présidentielle du 7 octobre prochain. Pour en arriver à cette liste, 27 dossiers de candidature ont été examinés. Paul Biya, Gaga Aman Hadji, Maurice Kamto, Cabral Libi, Espoir Matomba, Akere Mouna, Adamoun Damjoya, Franklin Djifor et Joshua aussi vont, entre autres sujets de campagne, avoir à s'exprimer sur la crise dans les régions anglophones du Cameroun. Les pistes de solutions proposées par le cardinal Christian Toumi ne semblent pas faire l'unanimité et suscitent plutôt méfiance. Pourquoi ? Comment donc sortir de cette crise si ce n'est pas un dialogue? Nous posons ces questions et d'autres à notre invité. Merci de rester fidèle à Canal 2 International. Merci de regarder la grande interview. Nous sommes en direct sur www.canal2international.net. Cabral Libi, bonsoir. Bonsoir à vous, Monsieur Tanier. Bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. C'est la deuxième fois que je vous reçois dans cette émission. La première fois, c'était en tant que promoteur de l'initiative 11 millions de citoyens et je vous avais reçu dans cette émission pour en faire le bilan. Cette fois, vous revenez auréolé de votre casquette de candidat officiel à la présidentielle du 7 octobre prochain. Toutes nos félicitations, nous sommes honorés de vous avoir comme invité ce soir. Toute la gloire revient à l'Éternel et à ce peuple camerounais qui m'a permis de franchir toutes ces étapes. Que de choses se sont déroulées. Mais vous l'avez dit, c'est la deuxième fois que vous me recevez, mais ce sera la première fois que dans ce studio d'Antam, je vais partager avec vous mon désappointement. Oui. Parce que je ne dis pas que c'est le cas. Mais ça pourrait ressembler à ce mépris dont je fais l'objet souvent, peut-être parce que je suis jeune ou tout ce qu'on veut. Que se passe-t-il ? L'émission devait commencer à 21h30. Et je suis arrivé ici sur vos indications. Vous m'envoyez... Ben oui, sur votre assistance 30 minutes avant. Et il est 22h passé, ça fait 1 heure que j'ai attendu. Vous m'envoyez embarrassé. Je crois quand même qu'en tant que candidat à l'élection présidentielle, je pourrais avoir droit à de meilleurs égards, mais bon. Oui, merci en tout cas pour votre patience. Commençons cette émission. Pardonnez-moi vraiment pour ce démarrage un peu inattendu. Commençons cette émission par l'actualité. C'est un peu en général le cas. Alors, que pensez-vous de l'initiative du cardinal Christian Toumi et certains autres leaders religieux qui ont décidé d'organiser la General Anglophone Conference, la Anglophone General Conference, qui est prévue pour se tenir les 29 et 30 août prochains à Buea? La crise anglophone est une crise meurtrière. Oui. Très meurtrière même. Et pour moi, quand j'emploie l'adverbe très, c'est pas tant par rapport au nombre. À partir du moment où il y a eu 2 Camerounais tombés, c'est déjà énorme. Et il faut que ça prenne fin. On aurait pu éviter cela, je l'ai toujours dit, mais à cause des actes manqués, des errements des uns et des autres, nous en sommes là. Et toutes les guerres se ressemblent, vous savez. On sait quand elles commencent, on ne sait jamais quand elles s'achèvent. Et nous sommes dans l'impasse en zone anglophone. J'en parle aujourd'hui en connaissance de cause parce que vous devez être informé de ce que je suis allé jusqu'à Batibo. Et que pour la première fois de ma vie, j'ai dû me terrer parce que ça tirait de partout. Pour la première fois de ma vie, j'ai dû voir un corps sanguinolent qui venait de tomber sous le coup d'une balle. Et lorsque vous entrez dans une ville comme Batibo, et que la ville est complètement fantomatique, pas un chat, pas un chien, en tout cas dans la rue. Les quelques personnes qui y vivent par contrainte, parce qu'elles n'ont plus où aller, sont terrées chez elles. Même pas une boutique d'ouverte. Seulement les policiers et les militaires derrière des sacs de sable, comme dans des films, et qui doivent attendre d'être attaqués à tout moment par des personnes qui, elles, sont dans la forêt. Non, comme je l'ai toujours dit, put down weapons, pour une fois.
let us stop murderous excesses. Je parle à mes compatriotes, je dois parler en anglais peut-être pour mieux me faire comprendre. C'est une situation extrêmement grave. Au point où nous en sommes, il ne s'agit plus de gérer des clivages. Il ne s'agit plus de se demander qui a tort, qui a raison. Ce sont nos compatriotes, francophones et anglophones qui tombent. Vous savez, les médias même, parce que c'est une zone difficile d'accès, ne relaient même plus ce qui s'y passe. Les gens sont à l'abandon, ils sont dans le désarroi. Tous les jours, c'est un militaire qui tombe. Tous les jours, c'est un combattant, en fait, comme on les appelle, ces personnes qui sortent de brousse. Mais les gens sont arrivés à un point, on ne sait même plus exactement pourquoi on combat. J'ai échangé avec des militaires qui m'ont dit, écoute Cabral, comme tu fais la politique, rentre sur Yaoundé comme tu as vu de tes yeux, parce que j'ai dû être exfiltré et sortir par la brousse pour revenir près de Bali, passant par la brousse. Je vous assure, c'est incroyable. Quand vous regardez dans les yeux des militaires et des policiers, eux-mêmes, ils implorent le ciel pour que ça s'arrête. Parce que c'est une guerre asymétrique. En réalité, à tout moment, ils peuvent être attaqués. Donc moi, je voudrais d'abord m'incliner devant toutes ces âmes qui sont passées de vie à trépas, devant toutes ces personnes qui sont décédées. Et je dis stop. Toute initiative qui tend à trouver une solution à cette crise doit être accueillie dès qu'elle fait la preuve de sa pertinence. Et celle le du cardinal Christian Toumi, oui, c'est une personne respectée par tous les Camerounais. D'abord par son parcours de vie. C'est un prélat de haut vol. En zone anglophone, c'est l'une des rares personnes qui est encore écoutée par tous, devant qui, par respect, les deux camps s'inclinent encore. Lorsque cette personne prend une initiative, d'où vient-il qu'il se trouve des gens qui trouvent le moyen de dire tout et n'importe quoi, de lui affecter un plan caché, un agenda caché. Justement, on parle d'un agenda caché, on lui prête de jouer le jeu des sécessionnistes. Écoutez, M. Jean-Bruno Tagné, Oui. vous tournerez comme vous voudrez. Vous prendrez l'affaire par le bout que vous voudrez. Ça ne se réglera pas par les armes. Même si vous versez du napalm dans la zone du nord-ouest et du sud-ouest, vous n'aurez pas à régler la crise. Ça se terminera toujours par le dialogue. Comme ça a dû se terminer en Colombie par le dialogue avec les FARC. Les FARC, oui. Pour prendre un cas extrême. Oui. Donc, à un moment ou à un autre, il faut savoir s'arrêter et dialoguer. D'ailleurs, nous en sommes à ce stade parce que le dialogue a pris fin. À un moment, il y avait des personnes avec qui le pouvoir pouvait dialoguer. Ils étaient réunis dans le consortium. À un moment, pour des raisons que j'ignore, certains ont été jetés en prison, d'autres cooptés dans la commission de bilinguisme. Ça a créé une situation d'impasse où les extrémistes ont pris le dessus sur cette question. Moi, j'implore encore le retour à la paix. Et si la solution peut passer par le cardinal Christian Toumi, donnons une chance à cette initiative. Laissons-la faire. D'ailleurs, je considère que c'est un bon préalable. Oui. Parce que si les anglophones peuvent se retrouver, parler désormais d'une même voix, afin qu'on sache exactement de quoi il est question désormais. Oui, l'objectif est-ce le fédéralisme? Oui. Est-ce le régionalisme que nous on propose, on y revient? Oui. Est-ce la sécession? Qu'ils parlent d'une même voix et que maintenant on puisse avoir des personnes mandatées qui, elles, peuvent reprendre le dialogue avec les pouvoirs publics. D'où voit-on que ce soit une mauvaise initiative? Alors, est-ce que les préalables fixés par le cardinal Toumi et consorts, à savoir déposer les armes, le cardinal suggère que le gouvernement arrête les opérations militaires dans le nord-ouest et le sud-ouest, les sécessionnistes également déposent des armes et que tous ceux qui ont été interpellés dans le cadre de cette crise soient libérés. Est-ce que ces préalables sont pour vous inadmissibles comme le suggèrent certains? Mais dans toutes les guerres au monde, oui, lorsqu'advient le moment de discuter, on prononce le cessez-le-feu. C'est nouveau ça. Depuis que l'humanité existe, lorsqu'il faut reprendre le dialogue, d'abord, parfois, on prononce le cessez-le-feu, non pas tant pour dialoguer. On peut prendre du répit pour une raison ou pour une autre. On a même vu des répits dans des guerres juste pour une fête religieuse, oui, par exemple. Ça s'est vu dans d'autres parties du monde. Donc, que le cardinal Christian Toumi demande, d'abord aux sécessionnistes, ceux qui sont dans la brousse, oui, et qui, de temps en temps, sortent de brousse pour tuer un policier, pour tuer un gendarme. Parce que, vous savez, il faut y aller pour comprendre. Moi, je me suis dit, si c'était mon village, imaginez dans votre village, oui, M. Jean-Bruno Tagné, vous connaissez les pistes et autres. Et puis on envoie des militaires de Yaoundé, vous contrôlez dans votre village. Mais ils circulent dans la rue.
et vous, vous êtes dans votre forêt. Donc vous sortez de là de temps en temps, vous tirez sur qui vous voulez, et vous repartez en courant dans la brousse, puisque de toute façon, une fois que vous êtes dans votre brousse, vous ne pouvez pas être rattrapé. Et même, vous voyez des images, des personnes décapitées. Mais en fait, moi, je vois des images incroyables. Parfois, je me demande si c'est vraiment du Cameroun qu'il s'agit encore. Est-ce qu'il n'y a même pas déjà une transhumance des chefs de guerre qui ont fait leur macabre preuve ailleurs en Afrique? Il faut que ça s'arrête. Donc, en clair, je crois que toutes les la parties proposition, doivent déposer des armes. je dis, mais c'est vieux comme le monde. C'est pas le cardinal Christian Toumi qui crée ça. C'est pas moi ici qui vais créer cela. Dans tout conflit, quand il arrive le moment de discuter, on peut, pendant une période, décider de poser les armes, de déposer, voilà le terme consacré, de déposer les armes et de discuter. Alors, d'où voit-on que ce soit, là encore, quelque chose d'extraordinairement mauvais? Alors, interrogé par Cameroun Tribune cette semaine, Vincent Toudaï-Bodé, qui est professeur d'université, estime que demander à l'armée de cesser ses opérations militaires dans le nord-ouest et le sud-ouest est tout simplement inacceptable parce que l'État détient, dit-il, le monopole de la violence légitime. Ben, je vous le dis encore. Et que demander au gouvernement de cesser le feu, c'est abandonner ces populations-là aux sécessionnistes. Des États plus puissants que le Cameroun ont, dans des conflits, déposé des armes au moment de discuter. Les Américains, les Russes, les Chinois, et tout ce que vous voulez, les Pakistanais, des États même qui ont l'arme atomique. Donc je veux bien, et je comprends le professeur Toudaï Bodé, il est défenseur de la souveraineté. Dans une situation de guerre asymétrique, où il y a deux groupes de combattants, il y a le groupe souverainiste, le groupe étatique, c'est-à-dire les hommes en tenue, et de l'autre côté des personnes non clairement identifiées. Qualifiées ici de bandits, de terroristes, tout ce que vous voulez. Mais toujours est-il que c'est un groupe de combattants, puisqu'ils ont des armes, d'ailleurs sans cesse sophistiquées. Donc je peux comprendre la posture du professeur Toudaï Bodé, qui est celle de la souveraineté étatique, de la force de l'État, qui, dans ces circonstances, pourrait être vue comme affaiblie, ou alors courbant les chines devant une bande de combattants non conventionnels. Mais j'ai envie de dire au professeur Toudaï Bodé, d'ailleurs ce n'est pas à moi de le lui dire, puisque lui-même l'enseigne à ses étudiants, s'il n'a jamais enseigné à ses étudiants le cas de la Colombie, ben, il faut peut-être qu'il pense à le faire. Et d'autres cas, l'ETA, même en France, on l'a vu. C'est difficile, effectivement. Mais il faut mettre au-dessus de... Vous savez, on n'est plus à un niveau où il faut avoir des considérations d'orgueil. On est dans une guerre qui oppose des Camerounais aux Camerounais. Et pour une situation totalement ubuesque, j'aime toujours revenir là-dessus. Lorsque le 4 mars 1916, le Cameroun avec K devient un butin de guerre, parce que l'État qui a colonisé ce Cameroun avec K, qui est né en juillet 1884, avec le traité germano-douala, parce que celui-là, l'Allemagne, avait perdu la guerre. La Première Guerre mondiale. Le butin de guerre est partagé entre deux vainqueurs. L'un prend une grosse part, l'autre une petite part. Ça a commencé là. 45 ans de vie séparée jusqu'en 61. 11 ans de cohabitation jusqu'en 72. On vient de loin. C'est un acquis. Mais avant le 4 mars 1916, nous étions tous frères et sœurs. Bafout, Bakweri, Bassa et Wondo. Nous étions là. Donc je ne vois pas pourquoi, lorsqu'il faut que les frères et sœurs s'asseyent à nouveau, comme dans une famille, pour discuter et trouver la paix, que l'on commence à avoir des considérations de cette nature. Je le concède volontiers au professeur Toudaï Bodé, mais là, il ne s'agit plus d'avoir une perception ou une appréhension d'universitaire. Moi, je suis un homme politique, j'ai la prétention de diriger un État et je ne me comporterai pas en universitaire, je me comporterai en père de famille. On l'a pris aujourd'hui, la décision a été prise hier. Alassane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire, a décidé de gracier Madame Simone Gbagbo et 800 autres personnes interpellées dans le cadre de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Beaucoup veulent que le Cameroun en prenne de la graine. Est-ce que vous diriez pareil? Exactement. Les actes qui sont pris par le président Ouattara apportent la démonstration déjà faite ailleurs de ce qu'il n'est jamais tard de retrouver les chemins de la paix, de la concorde. Et vous savez tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire.
que de morts, que de sang versé. Mais Ouattara, aujourd'hui, avant de partir, puisqu'il a renoncé à remplir à nouveau, Oui. avant de partir, décide de laisser un État qui se porte bien. Et c'est la même suggestion que j'aurais envie de faire au président Biya, qui, de toute façon, à l'âge qu'il a aujourd'hui, doit davantage se comporter comme un père. Et quand on est à ce niveau-là de sa vie, quand on a eu la grâce de diriger un pays pendant si longtemps, 36 ans, quand on a eu la grâce divine de vivre aussi longtemps, à la haute responsabilité, 85 ans, comme c'est le cas, je peux me tromper, mais 33, 1933, 86, enfin, je ne sais plus. Oui. Aujourd'hui, le président Biya, je crois qu'il doit davantage être mu par la nature, la qualité de l'héritage qu'il va laisser à ses propres enfants. Je rappelle que son premier fils est mon aîné déjà. Donc, lorsqu'on est dans cette posture-là, effectivement, et je suis heureux, vous savez, je suis allé en Côte d'Ivoire et j'ai appris par quelque indiscrétion que le président Ouattara et le président Biya étaient plutôt de bons amis et qu'ils échangeaient régulièrement. Tant mieux. Donc, je ne doute pas un seul instant que le président Ouattara, si ce n'est pas encore fait, je le leur suggère, qu'il lui en touche un mot, qu'il pense à laisser un pays vivable, un pays dans la concorde, un pays où les uns et les autres se parlent encore. À son âge, on doit pouvoir transcender. C'est pour ça que je disais, plutôt que d'écouter un universitaire qui est dans la verve souverainiste, plutôt que d'écouter un ministre qui peut être mu par des règlements de compte et plus sa volonté de domination ou de dominateur, lui, il doit jouer le rôle de rassembleur. C'est ce que je lui suggère, de jouer véritablement son rôle de père, voire de grand-père. Vous lui demandez là de faire des compromis. L'en croyez-vous capable? Mais bien sûr, il en a déjà fait par le passé. Rappelez-vous, la guerre avec le Nigeria sur la péninsule de Bakassi. Beaucoup de compromis ont été faits, alors qu'il y avait eu beaucoup de morts aussi, vous vous en souvenez. Mais là, de voir le sang couler, à un moment, le président Biya et le président nigérian de l'époque ont dû s'asseoir, ont fait chacun des compromis. Ça nous a permis aujourd'hui de retrouver la paix et la concorde entre nos voisins nigérians. La présidentielle du 7 octobre prochain va incontestablement, enfin, le problème anglophone va incontestablement vampiriser en quelque sorte la présidentielle du 7 octobre prochain. Concrètement, que propose le candidat Cabral Libye pour sortir de ce qui ressemble aujourd'hui à une impasse dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest? Ma proposition part de la qualification que je fais de la crise. Pour moi, ce n'est pas une crise séparatiste. Pour moi, ce n'est pas une crise indépendantiste. C'est une crise autonomiste. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Quand vous dites anglophone, dites francophone, le suffixe phone renvoie au locuteur d'une langue. Sauf que l'évocation d'une langue ne doit pas être faite à la légère. La langue structure profondément la personnalité d'un individu, la personnalité de l'homme. La langue est un indice ou un indicateur d'appartenance. En fait, la langue vous relie à vos sources. Lorsque vous vous exprimez en français, même si vous êtes bassa comme moi, vous prenez vos sources aussi en France, dans la culture française. Lorsque vous vous exprimez en anglais, même si vous êtes bansois, bafout, woum, widikum, vous prenez aussi vos sources en Angleterre. Et c'est ça le nœud du problème. Personne n'avait soupçonné que la greffe que nous poserions en 1972 montrerait très vite des insuffisances. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, on partait de 45 ans de vie séparée, puis de 11 ans de cohabitation, c'est-à-dire 61-72, et nous avons cru que simplement par un référendum vite fait, que tout cela se mettrait, que la greffe prendrait. Eh bien, elle n'a pas pris. Alors, donc, je reste convaincu qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'il faut donc autonomiser les régions. C'est pour ça que nous sommes pour le régionalisme. Non pas le séparatisme, non pas l'État fédéral. Bon, d'aucuns diraient le fédéralisme à 10, si on veut. Mais de toute façon, la semence existe déjà dans la Constitution de 96. Même si c'est un régionalisme, une sorte de miroir aux alouettes, comme on dit. Mais la semence est déjà là. L'idée, c'est d'autonomiser les 10 régions du Cameroun. Parce que le vrai problème qu'il y a, le non-dit qu'il y a derrière la crise anglophone, c'est l'extrême centralisation du pouvoir. Et les anglophones le subissent
plus que les francophones, parce qu'ils sont minoritaires. Ils ont le sentiment d'être assimilés. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils le disent. Hein. Oui. Et même des francophones très respectables, comme M. Aboué Machoui, a eu à le dire très publiquement. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Les récriminations des anglophones ne datent pas d'aujourd'hui. Des assises existent sur la question éducative, par exemple. Je sais qu'il y a une commission mixte, par exemple au niveau de l'enseignement supérieur, qui travaille depuis belle lurette. Des résolutions ont été prises bien longtemps avant la crise anglophone, mais dormaient dans des tiroirs, jusqu'à ce que ça éclate en novembre 2016. Donc, il faut régionaliser le Cameroun, affecter une autonomie aux régions, des compétences aux régions, des attributions aux régions, pour que le reprofilage d'une route à Debouncha n'attende plus la validation du Minipat à Yaoundé. Ça peut être fait par la mairie là-bas. Ça peut être fait par le conseil régional. C'est de ça qu'il est question. Pour sortir de cette actualité, je vais vous faire réagir rapidement sur un dernier sujet d'actualité. Une folle rumeur a embrasé les réseaux sociaux selon laquelle on aurait retiré l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Cameroun. Dieu merci, c'est simplement une rumeur. Aujourd'hui, de votre position, vous parcourez le pays de temps en temps, est-ce que vous croyez le Cameroun capable d'être prêt le jour dit? Vous savez, depuis que j'ai vu les Camerounais réunir 29 millions pour payer ma caution en 9 jours, je le savais déjà avant. On en parlera. Je le savais déjà avant, je sais les Camerounais capables de l'impossible, pour peu qu'il y ait de la volonté, pour peu que les intérêts personnels et égoïstes ne prennent pas le pas sur l'honneur de la République. Nous avons obtenu cette CAN dans des conditions difficiles. C'est d'ailleurs le lieu de remercier tous les Camerounais qui ont œuvré, en tête desquels l'ex-président de la CAF, M. Issa Hayatou, qui avant de partir a offert ce cadeau à son pays. Vous vous rappelez du contexte de l'époque? Beaucoup de personnes s'y opposaient. Je ne parle pas seulement du Cameroun, partout ailleurs en Afrique. Mais il ne faut pas qu'on donne raison à ceux qui ont toujours pensé que par nos incompétences, nos errements, nous ne serions pas capables d'organiser une CAN. Le pays de Samuel Eto'o, le pays de Roger Mila. Alors j'enjoins à ceux qui sont en charge de ce dossier de tout faire pour ne pas nous faire perdre la face, de tout faire pour ne pas nous humilier aux yeux du monde, de nous permettre d'organiser cette CAN. Pourquoi on est si en retard? Pourquoi c'est si difficile de passer des marchés? Pourquoi c'est si difficile? Mais encore que, on sait que certains de ces marchés ont été gagnés par des pontes du régime. J'ai entendu des choses et d'autres sur le marché du stade de Garoua concernant certains hauts commis de l'État, mais tant qu'à faire. On dit de certains d'entre eux qu'ils ont des prétentions de rester après le président Biya. Mais avec quel bilan? Non. Il ne s'agit pas de discuter. Il ne s'agit pas de conjecturer. Il ne s'agit pas de commenter des rumeurs. Il s'agit de relever le défi. C'est de cela qu'il est question. De toute façon, l'élection, c'est le 7 octobre. Si eux ne l'ont pas fait, nous, on le fera. Bien. Merci Cabral Libye. Mesdames, Messieurs, je vous propose de faire plus ample connaissance avec notre invité, candidat officiellement qualifié pour prendre part à la présidentielle du 7 octobre prochain, Etche Omo. Voici l'homme, c'est une signature de Samuel Loué. Je veux être président de la République parce que je nourris le rêve d'un État humain et prospère. C'est pour ça que ma vision, c'est un État, un Cameroun, le Cameroun qui protège et qui libère les énergies. Je considère que nous sommes comme abandonnés. L'État est absent. Cabral Libye Lingué, c'est mon nom, plus connu sous le patronyme réduit, la version réduite du patronyme Cabral Libye. Je suis candidat à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, investi par le parti politique Univers. Mais c'est vrai qu'on est venu au monde plus tôt que prévu en réalité. Donc
C'est souvent le cas aussi des primipares, parce que je suis l'aîné. Je précise bien l'aîné parce que je suis sorti le premier. Avant ma jumelle, qui n'est plus de ce monde de toute façon. Et puisque ça s'est déclenché plus tôt que prévu, donc je suis né en route en fait. Je suis né sous un arbre et je suis d'ailleurs allé revoir cet arbre qui existe encore. C'était une situation un peu cocasse, donc je suis sorti le premier. Et puis maman me dit-on, a essayé de se déplacer et puis c'était un peu difficile. On a dû la mettre dans un pousse-pousse et moi-même dans une cuvette qu'on a couvert avec une couverture de fortune. Et c'est en cours de route qu'elle a dit, mais tiens, j'ai l'impression qu'il y a notre bébé qui arrive. Et c'est là que ma soeur jumelle est arrivée. Bonjour tout le monde. Non, ne vous levez pas. C'est comment M. Ekwele? Ça va? Je sais pas. Comment grand? C'est le cordeau. Mon père, Ngué Paul, il me disait, je te forge parce que tu es l'aîné, tu n'as pas le droit d'échouer. Parce que si tu échoues, tu vas montrer le chemin de l'échec aux autres. Donc il m'a traité très sévèrement et très durement. Ça, je le dis. Je ne peux pas compter le nombre de fois que mon père m'a fouetté. Je me rappelle au deuil de ma grand-mère. D'abord, il me dit, va m'acheter l'acide. Vous savez, ma grand-mère est morte très vieille, 108 ans, et chez nous, comme elle était aveugle, il y a les exhumeurs et tout, donc il était obligé de brûler à l'acide. Il me dit, va m'acheter l'acide à Macaque. Alors, tout le monde commence à regarder. Je dis, mais cher ami, voici l'argent, va m'acheter l'acide, tu reviens. De là-bas, tu prends le train, tu vas à Ezeka, ton frère va te retrouver. J'ai fait Mahomi, Macaque, à pied. C'est sur les rails. J'ai cru qu'il blaguait et je l'ai fait à pied. Et de là-bas, j'ai pris le train, j'ai retrouvé mon petit frère. On a acheté des sacs de poissons et tout. Je vous raconte juste ça. Mon petit frère, il regarde certainement. Martin, je me souviens, on dégoulinait, vous savez, l'eau de poisson. Et on grimpait la colline. Et à un moment, mon petit frère s'arrête. Il dépose sa charge. Il me dit, grand frère, si on abandonne, je préfère ne pas continuer l'histoire parce qu'elle est en plus très émouvante. Je préfère plutôt parce que quand je la raconte, souvent j'ai des larmes aux yeux. Je préfère arrêter d'ailleurs. Et c'est vrai en plus. C'est bizarre. Donc il me dit, grand frère, pourquoi papa nous fait tant souffrir? Et je lui dis, écoute, comme il a toujours dit, il veut que nous soyons des gens forts. Et ça fait de nous, effectivement, des gens très forts. Très forts. Bizarre. L'une des raisons aussi pour lesquelles il nous a élevés durement en agriculture. Et il nous disait toujours qu'il a appris ça de l'Ouest. Qu'il y était et il a vu des gens aller au champ à 5 h du matin avec la lampe, revenir du champ le soir. Et il comprenait et il me dit, mais je comprends pourquoi il y a toujours à manger là-bas. Et pourquoi c'est toujours eux qui vendent à manger et tout. Enfin, ils ne sont pas les seuls évidemment. Et il nous a dit, mais ce que j'ai vu là-bas, il faut le faire. Les histoires, parce que votre papa est proviseur, il est ci, il est ça, ce n'est pas pour vous. Apprenez à bosser, à travailler la terre, c'est votre avenir. Et je crois qu'il n'a pas tort. Ça explique peut-être pourquoi l'agriculture est en bonne place dans mon projet de société. Alors, c'est toujours avec beaucoup de nostalgie que je passe par cet endroit. Là, c'est NB3. On ne peut pas entrer, les salles sont fermées, ce n'est pas encore la rentrée. C'est ici que je fis mon tout premier cours. Moi, je vais vous dire, puisque c'est en fac que j'ai échoué pour la première fois. Quand j'ai échoué, je l'ai caché à mon père. L'année qui suivait, je n'ai pas payé. J'ai même dit que je ne vais plus à l'école.
j'ai bouffé l'argent. L'année même qui suivait encore, mon père a su que je n'ai pas payé parce qu'un de mes cousins allait me trahir. Et puis, il est venu en catastrophe sans trop me dire pourquoi. Il m'a dit, allons un peu à soi. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, non, je veux voir quel est exactement ton niveau maintenant. En plus, je mentais. Et puis, je lui ai dit la vérité. Mais bon, ça ne sert à rien. Je ne veux plus à l'école. Et puis, il se met à rire. Alors, moi, je le redoutais parce que je me disais, le connaissant, qu'il allait prendre ça très mal. Et c'est bizarre, il se met à rire. Il me dit, enfin, tu as échoué. Ça m'inquiétait. Tu ne peux pas faire toute une vie, tu fais des études, tu n'échoues pas. Il fallait bien que tu échoues un jour et que tu deviennes un homme. Je me suis dit, mais tiens, j'aurais pu dire à ce type depuis que j'ai échoué. C'est bizarre, je n'ai eu la maîtrise qu'en 2007, je crois, 2007 ou 2008. Et c'est 2 ans plus tard que le recteur Tabi Manga prend sur lui de me recruter à l'université. Parce que, après, je raconte, il va d'ailleurs se fâcher. Un jour, en 2008, après mes aventures politiques, un jour il m'appelle dans son bureau et il me dit, c'est qui ton père? Je lui dis, il fait quoi? Il dit, il est enseignant, il va bientôt en retraite et tout. Je vois que papa partait justement en retraite. Il me dit, tu as des grands frères? Je dis non. Il me dit, mais tout ce que tu fais là, la revendication, les combats, tu luttes contre un régime, tu comptes sur quoi au juste? T'es rien. Je lui dis, je compte sur Dieu. Il se met à rire. Après il me dit, écoute Cabral, je t'ai côtoyé comme leader d'étudiant. J'ai côtoyé quelqu'un de très intègre, quelqu'un de très déterminé et de sérieux dans ce que tu fais. Moi, je vais te donner une chance. Je te parle comme un père. Tu feras de ta vie ce que tu voudras. Je vais te donner une chance. Il ne m'a pas dit quoi. Et un matin, M. Djodji Brobert, je peux citer son nom, parce que c'est son proche collaborateur, il m'appelle, il me dit, Cabral, est-ce que tu veux travailler? Je dis, est-ce qu'on refuse le travail? Non, mais si tu veux travailler, tu viens demain avec une demande, tes diplômes, et tu commences à travailler demain. Eh bien, je suis venu. Et j'ai commencé à travailler. Bon, il y a eu des difficultés. Hein. On n'arrivait pas à m'affecter quelque part. Partout où on essayait de m'affecter à soi, les gens refusaient. J'ai d'ailleurs traîné un peu, hein, 1 ou 2 mois, n'ayant pas exactement de lieu d'affectation. Et puis un jour, il y a eu des soucis à Radio Campus. Et puis on a dit, ah mais tiens, souvent quand il fait ses histoires de politique, là, il est porte-parole. Envoyez-le là-bas à la radio. Et puis je suis allé à la radio, et puis la suite, vous la connaissez. Là-bas aussi, je suis arrivé. J'ai encore eu des soucis avec ceux-là que j'ai trouvé là-bas. J'ai encore traîné au quartier, je crois, 1 mois. Après, il y a encore eu des problèmes. Après, on m'a appelé, le professeur Tchadé Ona a été désigné superviseur. Il m'a mis chef de chaîne adjoint. Et puis par la suite, j'ai créé des émissions qui ne plaisaient pas aux gens. On m'a suspendu 2 fois. Après, on a coupé les primes. Après, bon, récemment, on m'a même enlevé 1 fois. Voilà. Et je vous rappelle que nous sommes dans le fief du RDPC. Ça, d'abord, c'est le quartier du délégué du gouvernement. Et ce n'est pas facile. Beaucoup de gens aimeraient, beaucoup m'ont dit que si on me voit là-bas, on va me brûler. D'autres ont pris le courage. Mais je suis sûr que ceux qui ne sont pas là nous observent derrière la fenêtre. Donc beaucoup de gens l'ont vu. Ils savent maintenant que ce n'est pas seulement le Cabral des réseaux sociaux, ce n'est pas seulement le Cabral qu'on revoit à Canal 2 ou à Vision 4, je ne sais pas trop, mais c'est quelqu'un qu'on peut également voir. Il est accessible, il l'a montré. Moi, je ne sais pas, peut-être il me reste quelques jours à partir, mais nos enfants, vous-même vous voyez que il ne faut pas que demain, comme il vient là, qu'il change de bouche, il doit nous dire ce qu'il nous dit là. S'il tient à ça, vraiment, nous sommes derrière lui. Parce que vous voyez même que le Cameroun va mal. Je vous dis que tout le monde vole. Si tu dis maintenant qu'au Cameroun, tu enquêtes sur tout le monde, ta mère, tu vas l'attraper. Je crois que le consensus rousseauiste qui donne naissance à la République veut que nous ayons créé une personne morale, abstraite, au-dessus de nous, qui a le devoir de nous protéger, de nous sécuriser. Et non pas de nous spolier, de nous écraser, de nous étouffer. Et c'est pour ça qu'il faut libérer des énergies. On ne peut pas être dans un pays où, je décline juste ma vision, on ne peut pas être dans un pays dont les ressources humaines font leurs preuves, partout dans le monde, mais jamais véritablement chez eux. On est étouffé, on est asphyxié. C'est pour ça que je me bats. Et c'est pour ça que je me battrai jusqu'au dernier jour de ma vie.
pour que cet État voie le jour. Ah, je te vis toujours dans ma vie. Seulement là. C'est dit même à mon pire ennemi. Je ne souhaite pas, mais pour le comprendre, il faut l'avoir vécu. Retour dans ce studio pour la suite de cette émission avec notre invité Cabral Liby, candidat à la présidentielle du 7 octobre prochain. Nous allons parler à présent justement de votre candidature. Vous avez déposé votre dossier à Elections Cameroun le 19 juillet 2018. Alors, quelques jours avant, ce n'était pas gagné, parce que vous n'aviez pas encore les 30 millions nécessaires pour le cautionnement et vous l'avez finalement obtenu. Comment avez-vous fait? J'ai demandé. Aussi simple que ça. J'ai mis en pratique ce que j'ai toujours dit. C'est quand même 30 millions, on ne demande pas 30 millions et Jean on les Benoît obtient Tagné, comme ça, oui. Si 30 000 personnes Oui. vous donnent 1000 francs CFA, ça fait 30 millions. 30 000 personnes, ce n'est même pas le quartier Etoudi où nous nous trouvons. Encore faudrait-il les trouver, les 30 millions. Mais si vous avez la 30 000 prétention, personnes, si vous oui. voulez devenir président de la République, Oui. vous allez solliciter le suffrage. Si vous ne pouvez pas trouver 30 000 personnes qui puissent faire un sacrifice minimum pour vous, vous allez en aventure. Et moi, j'ai voulu faire ce test. En fait, depuis 1 an, c'est ce que je fais. Vous vous rappelez, déjà quand j'étais dans ce studio pour la première fois qu'on a fait cette émission, Oui. Quand je lançais l'opération 11 millions de citoyens, je l'ai lancé et les citoyens ont récupéré l'idée, ça a donné la suite. 11 millions d'inscrits, puis 11 millions de De citoyens. citoyens, oui. Quand je vais le 27 mai à Douala avec Armand Okol, dont je cite le nom parce qu'il m'accompagne dans ce studio, je ne connaissais pas Jean-Louis Batoum, je ne connaissais pas Christian Congo, je ne connaissais pas Astrid Melling, je ne connaissais pas Maître Baba, je ne connaissais pas Christian Fomon, je ne connaissais pas Thierry Souka et tous les autres, je ne les connaissais pas. J'ai trouvé des jeunes qui m'ont dit, grand frère, et pour certains mes aînés, Monsieur Cabral, vous avez lancé un appel, vous dites que vous entrez en politique, vous nous demandez de nous inscrire pour vous prouver que nous voulons que vous vous lanciez en politique, on le fait. Ma candidature est l'émanation du peuple. Je considère que je suis le représentant de l'avenir et de l'espoir dans cette élection. Voilà mon mandat, l'avenir et l'espoir. Ça ne nous explique pas beaucoup comment vous avez fait pour obtenir Mais je 30 suis en millions train de francs de vous CFA en l'espace de 3 jours. C'est quand même non, le fort, 9, hein. le 9 juillet, lorsque le corps électoral est convoqué, Oui, nous avons 1 million. oui. Le 9 juillet. Il manque 29. Il manque 29. Oui. 3 jours, c'est-à-dire, la date limite c'était jeudi, la clôture c'était jeudi, je devais déposer mercredi. Oui. Le lundi d'avant, on avait 10 millions. Je suis arrivé à Douala. Cyril Boujiko, qui avait lu dans les réseaux sociaux que j'étais à la peine. Je cite son nom parce que c'est le promoteur de Radio Balafon. Radio Balafon, où vous avez accordé une interview. Il m'appelle, il me dit, Cabral, est-ce que c'est vrai que tu es à la peine? Je dis oui. Je pourrais bien ne pas être candidat parce que je suis pauvre. Il me dit, comme tu viens à Douala, mon coup de pouce, et nous le faisons pour d'autres, pourquoi ne pas le faire pour toi? Viens à Douala, tu vas trouver cet argent. Et je suis allé à Douala. J'ai lancé le SOS sur les antennes de Radio Balafon. Ouais. Ce SOS a fait le tour du monde et le miracle s'est produit. Je dis merci à tous ces Camerounais. Par quel canal s'est produit le miracle, justement? Par tous les canaux qui soient. Alors, comme il y a un tas de choses qui sont racontées, parce que, vous savez, moi, je suis un homme de transparence, et je voudrais que les choses soient bien claires. Ceci, c'est l'ensemble, je vais vous donner ce document. Voilà, c'est Orange. Je crois qu'il s'est trompé. Il n'aurait pas dû mettre son montant. Il a confondu les fiches. Oui. Vous voyez bien qu'il est écrit sur Orange 5 661 000 plus 2 902 000. Ça a dû faire 7 millions par là. C'est les noms. Bon, on a enlevé les noms, hein, mais on a conservé les numéros et les montants. Voilà tout le document. Oui.
Bon, le compte... Vous êtes bien conscient que je ne peux pas authentifier un tel document. Mais écoutez, je vous le donne. Oui, je le prends. Je vous le donne et vous verrez les montants. Nous sommes je vous prends un exemple. Oui. 2000, 2000, 1100, 900. 1500, 1100, 1500, 1100. J'entends bien Cabral Libi. Ok. Puisque vous entendez, tenez. Cabral Libi, mais... Non, c'est pas fini. Vous êtes conscient que je ne peux pas authentifier un tel document en direct à la télévision. Jean-Bruno, mais je prends le document qui fera peut-être... Vous en ferez bon usage. Voilà. Là, c'est les relevés de MTN. Oui. MTN. Hein? Je vous lis quelques montants transférés. Nous sommes le 14, voilà. 500, 1000 qui ne francs. prouve rien, en tout cas, pour l'instant. Oui. Je vous donne... Non, mais c'est pas fini. Oui, allez-y. Je vous donne là, ça c'est les contributions de la diaspora. Contributions de la diaspora, c'est-à-dire des Camerounais qui vivent à l'étranger et qui ont donné leurs contributions. Diaspora, là, ça donne 10 119 euros, 6 millions quelque chose. Bon. Regardez, c'est pas fini. Je dis que c'est un papier comme n'importe lequel. Bien sûr, Jean-Bruno. Qui ne prouve absolument rien du tout parce que je ne peux pas l'authentifier. Bien sûr. Là, c'est le protocole d'accord relatif à la collecte des cotisations via Orange Money et le formulaire d'abonnement au service Cash Collection MTN. Bon, comme c'est des documents un peu plus confidentiels, mais les voici. Mais je vous donne quand même les dates pour que les gens comprennent qu'on a été prévoyant. D'ailleurs, puisque je vois que nous sommes imités depuis un certain temps, ce qui est une très bonne chose. Le 20 avril 2018, ça c'est pour MTN. Vous savez, on n'est pas encore en juillet. Hein. Le 29 juin 2018, lorsque nous avons signé les conventions avec Orange et MTN. Donc, je veux vous dire qu'en tout, les Camerounais ont cotisé 34 millions. Par le réseau Orange, environ 7 millions. Par le réseau MTN, environ 3 millions. Ça a donné 10 millions. Nous avons reçu les contributions de la diaspora qui tournent aussi autour de 7 millions. Maintenant, le reste des contributions, c'était des levées de fonds. D'ailleurs, je crois qu'un de vos reporters a couvert la levée de fonds de Douala Bonamou Sadi, qui en 2 heures avait donné 1,5 million. Il y a eu même à Boumiebel, l'autorité administrative avait même autorisé en Gokmapoubi une réunion publique de levée de fonds qui a donné, je crois, 300 000 ou 400 000. Bien. Toutes nos coordinations, mais je suis en train de vous dire, toutes nos coordinations dans toutes les communes où nous sommes représentés ont organisé des levées de fonds. Maintenant, il y avait aussi ce qu'on appelle des mains levées. Je peux prendre le cas du jeune qui est sur la route de Soie, M. Binzouli, qui est un jeune entrepreneur, qui m'a appelé un soir et me dit, grand frère, on s'est déjà vu 2 fois de toute notre vie. La dernière fois, c'était à l'ambassade. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il a dit? Je voudrais vous voir pour qu'on discute. Je vais le voir. Et quand je pars de là, il me tend une enveloppe qui était toute plate. Je me suis dit, bah, c'est peut-être 100 000 ou 200 000. Quand j'arrive à la maison, j'ouvre, c'est 1 million de francs CFA. D'un jeune, mon cadet, qui prend 1 million de francs de ses économies et qui me les donne. Je trouve que c'est une insulte. Et c'est là où je change de ton. Et il faut que ça cesse. Si les gens sont incapables de mobiliser le peuple, ce n'est pas de ma faute. Ils ont construit le mythe de l'homme providentiel. Pour faire la politique, il faut d'abord avoir été peut-être ministre de Paul Biya, ce qui n'est pas mauvais au demeurant. Il faut d'abord avoir été, je ne sais quoi, SIG de l'ONU. Il faut avoir des amis chefs d'État. Il faut ci, il faut ça. Le président Ahidjo, lorsqu'il devient président en 1960, n'est pas dans le classement Forbes des Africains les plus riches. Encore moins Paul Biya en 1982. Revenons à la politique normale. Si vous êtes un homme politique, vous vous adressez au peuple. Et il n'y a pas de honte à se faire assister par le peuple. Je remercie ce peuple qui, c'est sûr, m'accompagnera jusqu'à la victoire. Est-ce que vous n'avez pas, Cabral Libi, inutilement ouvert une fenêtre de tir contre vous en voulant vous présenter absolument comme le candidat qui est porté par le peuple, dont la contribution, dont le cautionnement est payé par le peuple, de People's Choice, vous-même vous l'avez souvent dit. On vous pose cette question parce que vous avez voulu vous présenter comme cela. Pourquoi est-ce qu'on ne demande pas à Espoir Matomba, où il a pris ses 30 millions, à Keremouna, Kamto et tous les autres? C'est simplement parce que vous avez vous-même ouvert une fenêtre de tir contre vous. Alors, je voudrais citer le professeur Nounou Diana. Oui. On a écarté la norme, on a normalisé l'écart. C'est-à-dire? En réalité, c'est à tous ces autres. C'est à eux qu'on devrait demander où ils prennent leur argent, bon sang. Où ils le prennent. Mais ils ont des militants. Ah, ok. Tant mieux, mais qu'ils le disent. Et qu'ils en apportent la preuve. Parce que je crains que je sois le seul candidat à l'élection présidentielle
qui puisse, comme je viens de le faire, je vous ai donné des documents, apporter la preuve de ce que l'argent qu'il a réuni vient bel et bien des Camerounais. Que d'autres le fassent. Parce que dans la moralisation de la vie publique, l'une des choses que moi je veux faire, on en parle tout à l'heure, c'est la codification du financement de la politique. C'est important qu'on sache d'où vient l'argent. Parce que les uns prennent les fonds publics, d'autres engagent le Cameroun là où ils prennent cet argent. Ça, c'est ce qu'ils ne vous disent pas toujours. Parce que personne ne fait la politique avec son argent. Ils le prennent quelque part. Et ils ne vous disent jamais les engagements qu'ils prennent. Bref, de toute façon, je ne vais pas faire de conjecture sur les vies des autres. Mais vous ne pouvez pas me dire que moi qui fais des choses normalement, je suis un homme politique. Mais avant la caution, M. Jean-Bruno Tagné, vous avez certainement vu, parce que je sais que de temps en temps, nous nous tamponnons sur les réseaux sociaux. Combien de candidats, lorsqu'ils sont allés sur le terrain, comme c'est le cas pour moi, sont rentrés avec des chèvres, des régimes de plantains, carrément, des mets de concombres et d'arachides. J'en ai ramené du sud, j'en ai ramené même de l'ouest. J'étais à Galim, je suis rentré avec une malle remplie de pastèques et autres. Souvent, je vais vous étonner, hein. Souvent quand vous me voyez voyager là, notamment au Cameroun, j'arrive, je trouve que l'hôtel est payé. Parfois, on menace même de me rembourser mon argent de transport. Et chaque fois quand je pose la question, mais qui a payé tout ça? J'attends qu'on me montre un homme d'affaires et autres. Je vois toujours des jeunes qui ont cotisé 500 000 francs. Et je me sens un peu embarrassé par tout ça. Mais en même temps, privilégié. Parce qu'il y en a toujours au moins un qui me dit, Monsieur Cabral, vous voyez les sacrifices que nous faisons parce que nous croyons en vous. Le jour où vous vous avisez de nous trahir, nous fournirons les mêmes sacrifices pour vous détruire. C'est un contrat. En fait. Vous avez produit des documents et je maintiens ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous n'allez pas le dire 100 fois, Jean-Bruno. Je pense que ceux qui nous regardent l'ont bien compris. N'ayez pas peur, il n'y a pas une bombe dissimulée dans les documents. Vous pouvez aller demain auprès de ces sociétés de téléphonie mobile, authentifier. J'ai même mis dans le document de la diaspora les numéros de téléphone et les noms, cette fois, pour que vous sachiez que ce sont bel et bien des Camerounais. Alors, vous êtes aujourd'hui 9 pour briguer le fauteuil présidentiel, dont 8 de l'opposition. Vous étiez 27 au départ. Alors, est-ce que la validation des 9 ou alors des 8 candidatures de l'opposition sonne le glas d'une candidature unique de l'opposition qui a été tant souhaitée, d'aucuns diraient fantasmée jusqu'à présent? Non, pas du tout. D'abord, ce ne serait pas la première fois. Je rappelle, du peu que j'ai appris, j'avais 12 ans en 92, que le président Frundi, s'il s'était ici à ce niveau de score-là, c'est parce qu'il y avait autour de lui une coalition forte de l'opposition. Donc si nous le faisons en 2018, nous n'inventons pas la roue. C'est encore possible? Mais bien sûr, c'est même plus possible que jamais. Et expliquez-nous ça, où en êtes-vous justement par rapport à l'idée qui fait tant parler, celle d'une candidature unique ou au moins consensuelle? D'abord, en ce qui me concerne, en préparation de cette émission, je vous ai fait une suggestion. D'aller regarder ma vidéo, la vidéo sur YouTube de mon discours adressé à la jeunesse à partir de la 12e minute. Je le dis encore pour ceux qui nous regardent. Je dis clairement ceci, que je suis pour une mutualisation des forces alternatives de l'opposition, soit sous la forme des primaires, soit sous une toute autre forme, et que moi, en tout cas, je m'engage à être élu pour 5 ans, faire un gouvernement de transition, remettre le pays sur les rails, organiser des élections au bout de 5 ans, élections auxquelles je ne serai pas candidat. Si vous êtes le candidat de l'opposition? Je l'ai dit, non, même au cas où je ne serai pas, je le réitère, même au cas où ça étonne que le plus jeune des candidats le dise, parce que pour moi la République est au-dessus. Et moi, au-delà du challenge Cameroun, il y a le challenge Afrique. Et pour moi la route est longue. Donc je dis encore que même si j'étais élu sans avoir été le candidat unique de l'opposition, je gouvernerai ce pays pendant 5 ans, j'organiserai des élections à 2 tours, et à ces élections, je ne serai pas candidat. Mais je reviens à la coalition. À la coalition, Je lance encore un appel à tous les 8 autres, à tous les 7, puisque nous sommes 8 de l'opposition, aux 7 autres candidats de l'opposition. Il faut que nous nous retrouvions au plus vite. Moi, je vous le dis, je suis sensible. C'est ce peuple qui me porte et je suis sensible à ce que ce peuple dit. Les Camerounais aujourd'hui, il n'y a pas de sondage, évidemment, mais dans leur grande majorité, ceux-là que je croise me disent, donnez-vous plus de chance
pour nous assurer l'alternance dans ce pays en vous mettant ensemble. Ensemble, oui. Je crois que c'est possible. Retrouvons-nous très rapidement pour deux choses. La première, élaborer une stratégie commune pour sécuriser le vote. Il y a là des partis, Joshua Oshi est le candidat d'un parti séculaire qui a une forte représentation sur le terrain. National, oui. Garga Amanadji, il est énième fois candidat, il a un socle sur le terrain. Adamou Ndamdjoya, énième fois candidat, a un socle sur le terrain. Le MRC, depuis 6 ans, 7 ans, a abattu un travail incroyable sur le terrain. Moi qui suis allé sur le terrain depuis 1 an, je peux vous dire qui est sur le terrain, qui n'est pas sur le terrain. Maître Akeremouna, avec le mouvement Nao, a fait ce qu'il a pu. Oui. Donc, nous pouvons mutualiser tous ces efforts que nous avons fournis. 11 millions de citoyens et moi-même, nous avons abattu notre part de travail. Chacun peut se targuer d'avoir ses représentations sur le terrain. Nous pouvons mutualiser cela pour sécuriser le vote. Deuxième chose. Premier point. Deuxième point. Nous devons pouvoir dégager un candidat consensuel. Oui. Au point où on en est, je ne reviendrai plus sur les primaires. Parce que depuis janvier, j'avais fait des publications dans les journaux, notamment Mutation, démontrant comment on pouvait organiser les primaires. Bon, les autres n'en ont pas voulu. Beaucoup ont jugé que l'idée était un peu fumeuse. N'en ont pas voulu. On en reparlera. L'idée n'est pas fumeuse, mais de toute façon, on n'en est plus là. Oui. Le temps presse. Oui. On est à 2 mois des élections. Voilà. Ce que je suggère, c'est que les 8 se retrouvent dans une salle et que nous procédions à des primaires entre nous. C'est-à-dire que nous sommes 7, 8 autour d'une table. Chacun prend un bout de papier. Il écrit le nom de celui qu'il pense qu'il peut être le leader de nous tous. Il ne vote pas pour lui-même. Oui. Et pour l'un des 7 autres. Après, nous dépouillons ensemble. Celui qui a la faveur de ce dépouillement est le candidat de nous tous. Autour de cette coalition, nous agrégeons toutes les autres forces alternatives qui n'auront pas rejoint les G40 ou 60. Et puis, nous construisons la coalition véritable de l'opposition qui peut aller à la victoire. Et si cette personne arrive à la victoire, elle gouverne le pays pendant 5 ans, organise des élections à 2 tours, après avoir mis le pays sur les rails avec un programme consensuel que nous aurions ensemble constitué, il organise des élections auxquelles il n'est pas candidat. Après voilà mon ultime proposition. Mais je finis toujours en rappelant que la coalition n'est pas un projet de société. Oui. Donc quand je me lève le matin, je ne pense pas qu'à la coalition. Alors, je pense à présenter à mes compatriotes notre projet de société, un Cameroun qui protège et qui libère des énergies. Avez-vous proposé cette idée de coalition telle que vous la percevez aux autres candidats? Les avez-vous déjà rencontrés? Jean-Bruno Tagné, oui. Il y a un formalisme qui m'étonne. Mais en réalité, c'est un formalisme hypocrite. Si, là maintenant, j'insulte copieusement un des candidats, demain il va réagir. Oui. Et il réagira à quoi? À l'insulte. Oui. Il aura reçu le message de l'insulte. Mais quand je lance l'appel pour qu'on se réunisse, vous trouverez demain des candidats qui vous disent qu'ils ne l'ont jamais entendu. Et qu'il faut que j'aille les voir chez eux. Pourquoi vous n'iriez pas les voir? Non, mais je dis arrêtons ça. La République doit se mettre au-dessus d'un certain nombre de choses. Pourquoi nous venons nous asseoir devant des caméras pour bavarder si personne ne nous écoute? Par exemple, leur passer un coup de fil, prendre rendez-vous. Il faut d'abord qu'on se comprenne. On ne discute pas de ce genre de choses par télévision ou bien médias interposés. Cabral Libi. Mais M. Tagné, c'est vous qui codifiez maintenant comment on discute de certaines choses? Je pense que c'est quelque chose d'assez sérieux pour être discuté en tête-à-tête ou bien dans un cadre plus formel. Alors, ce que je dis, c'est que l'un d'entre nous peut contacter l'autre. Oui. J'échange de façon régulière. L'idée, elle est de vous. Pourquoi vous n'appelez pas les autres? Mais je le dis déjà devant votre caméra. Ça veut dire que l'un d'entre eux peut aussi m'appeler après l'émission pour me dire, écoute Cabral, j'ai suivi ton idée, voyons-nous demain. Est-ce que votre idée est sincère? Mais écoutez, si vous avez des unités de mesure de sincérité ici ou des objets, vous les sortez rapidement pour qu'on gagne en temps. Mais voilà, je veux dire, on ne peut pas tout le temps perdre du temps sur des considérations aussi marginales que celles-là. Oui. Excusez-moi. Allons droit au but. Les Camerounais n'attendent pas. La situation est urgente. Il faut un nouveau souffle. La société camerounaise est corsetée. Nous sommes asphyxiés, nous étouffons. Comme je le disais dans votre reportage tout à l'heure. Il urge que nous passions à autre chose. Nous avons tous besoin d'un air politique frais. C'est ça l'urgence. Oui. Des considérations égoïstes du genre... Bon, évidemment, moi je l'ai déjà dit. Assez le mépris. Donc, quiconque veut m'appeler pour me dire, écoute, Cabral, tu as 38 ans en ligne, toi derrière moi, je lui dis, écoutez,
D'ailleurs, je suis parfois étonné qu'on m'appelle le Macron camerounais. Je préfère encore qu'on m'appelle Amadou Ahidjo des temps modernes. Parce que lui, il est devenu président à 36 ans. Donc, je m'identifie même plus facilement à lui qu'à Macron. Je dis ceci. Oui. J'échange régulièrement avec un candidat comme Joshua aussi. Bon, ça n'a pas attendu la politique. Nous échangeons régulièrement et nous nous sommes déjà rencontrés pour discuter de la mutualisation. J'échange par SMS et par WhatsApp avec Maître Akere Mouna. Bon, il y a longtemps que j'échange avec M. Garga Amanadji, que je considère comme un père. D'ailleurs, je suis sûr que si je vais vers lui là maintenant, il va d'abord m'engueuler parce que je lui ai donné plusieurs rendez-vous que je n'ai pas respectés. Mais ça, c'est... Oui, restons dans l'idée de la coalition. Quand vous les rencontrez, justement, qu'est-ce qu'ils disent de la coalition? Est-ce qu'il y a des préalables? Nous sommes unanimes sur une chose, il faut mutualiser. Et pourquoi vous ne vous mettez pas donc ensemble? Mais nous allons nous mettre ensemble, Jean-Bruno. Oui. Nous allons nous mettre ensemble. Les 2 mois qui nous séparent des élections. Et c'est là que vous pourrez mesurer, puisque vous m'avez parlé de sincérité tout à l'heure. C'est là que vous pourrez mesurer, si vous voulez, gardez votre outil. Le temps vous aidera. Vous mesurerez la sincérité des uns et des autres. Je viens de donner une idée. Oui. Bon, je vais suivre votre conseil. Dès demain, si vous voulez, je demande à mes équipes de préparer des correspondances que je vais adresser aux 7 autres. C'est bon? Ce serait déjà pas mal. Ok, c'est votre suggestion, vous l'assumez. Je vais donc adresser des correspondances présentant cette idée que je viens de soumettre. Alors, pour l'instant... Et j'irai à la rencontre de ceux qui voudront que nous puissions nous rencontrer pour en discuter. Alors, en l'absence d'une figure consensuelle, disons-le comme ça, de l'opposition, est-il possible, en l'état actuel, de battre le président Paul Biya malgré tout? D'abord, revenons sur la figure consensuelle. Oui. Ailleurs, il y a eu des coalitions plus facilement. Parce qu'il y avait des élections à 2 tours. À 2 tours, oui. Souvent, le deuxième de l'élection à 2 tours agrège plus facilement les autres forces de l'opposition. Oui, oui. Dans d'autres configurations, même à élection à 1 tour, il y a des figures emblématiques qui s'imposent. Soit par leur parcours, soit par leur aura, soit par leur charisme, soit par la force de leur parti, et qui s'imposent comme leader de l'opposition. Au Cameroun aujourd'hui, soyons honnêtes, oui. Il n'y a pas ce type de figure dans l'opposition. Il y a le SDF, qui est le leader toujours de l'opposition, mais qui, au bout de beaucoup d'années, a perdu beaucoup de sa superbe. Les autres forces sont montantes. Bon, chacun peut organiser un petit bluff de temps en temps pour montrer qu'il est très puissant. Mais nous qui allons sur le terrain, nous savons exactement qui pèse quoi, qui représente quoi. Trêve d'orgueil, oui. Trêve de bluff. Mettons-nous ensemble et discutons. Mais si jamais on n'y parvenait pas, M. Jean-Bruno Tagné, je rappelle qu'aujourd'hui même, vous l'avez dit, Elekam a publié la liste. Oui. Nous, c'est pour ça que je vous ai dit que la coalition n'est pas un projet de société. Donc si je vous dis que je ne vais consacrer mes journées qu'à travailler sur la coalition, ben c'est une tromperie. Je travaille sur le terrain pour convaincre mes compatriotes. Jusqu'à ce que nous trouvions une solution, je travaille à convaincre mes compatriotes pour les rallier majoritairement à la cause d'un Cameroun qui protège et qui libère les énergies. Et si vous ne réussissez pas à trouver une candidature consensuelle, est-ce qu'il faut dire adieu à une alternance cette année, le 7 octobre Non, prochain? Pas du tout. Pas du tout. Je l'ai toujours dit encore. Oui. Le président sortant peut être battu. Quelques éléments. Oui. Contrairement aux idées reçues. De 92 à 2011, les 3 premiers ont toujours obtenu plus de 90% des suffrages. C'est-à-dire 92, Paul Biya, John Frundi, Samuel, Bello Bouba. 97, Paul Biya, Samuel Ebois, Houk Benlen. 2004, Paul Biya, Frundi, Ndamdjoya. Et 2011, Paul Biya, Frundi, Garga Aman Adji. Vérifiez. Les 3 ont toujours eu 92% des voix. Ça veut dire qu'en réalité, l'électeur camerounais est très rationnel. Hein. Même lorsqu'il y a pluralité de candidatures, oui. Il n'y a pas systématiquement émiettement des voix. Ça, c'est d'un. De 2, nous sommes quand même à une élection inédite. C'est qu'il y a moins de 10 candidatures pour un fichier, dit-on, qui oscille autour de 7 millions. C'est important. Donc, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'au parti Univers, j'en discutais encore cet après-midi avec son capitaine opérationnel, le professeur Prosper Nkumvondo, que je salue au passage parce que, parlant d'aînés, voilà un monsieur qui a fait confiance à la jeunesse. Et comme je le lui ai souvent dit,
je me battrai pour qu'il ne le regrette jamais. Bien au contraire, pour que la postérité lui soit reconnaissante. Oui. Au Parti Univers, nous sommes en train de travailler pour qu'au cas où il n'y a pas de solution consensuelle, que nous puissions remporter cette élection. Et je le dis encore, 2018 est une opportunité. C'est possible de battre le candidat sortant, sans forcément qu'il y ait coalition. Mais ceux qui appellent à la coalition, et j'en fais partie, savent bien qu'en nous mettant ensemble, nous augmenterions automatiquement nos chances de le battre. Quel est pour vous le problème le plus urgent auquel le futur président de la République du Cameroun devrait se pencher dès le lendemain de son élection? Évidemment, la paix. Il faut pacifier le Cameroun. Qu'est-ce que vous pouvez construire dans un pays où, quelque part, les gens s'entretuent à longueur de journée, où les gens meurent? Vous savez, moi, je l'ai toujours dit, l'humain est au cœur de ma vision. Tout ce que je fais, c'est pour l'homme. L'État vit pour l'homme. On y revient tout à l'heure. L'État existe pour l'homme. Donc, tant que des hommes sont en train de mourir, l'État doit d'abord, urgemment, arrêter la saignée. C'est la première chose qu'on ferait. On s'est bien compris. Oui. Je vous propose, Cabral Libye, de prendre une petite pause. Nous revenons juste derrière et ce sera pour parler de ce que vous proposez concrètement en tant que comme candidat à la présidentielle du 7 octobre prochain. Voilà, retour dans ce studio pour la dernière ligne droite de cette émission. Nous allons à présent avec notre invité, Cabral Libye, candidat à la présidentielle du 7 octobre prochain, investi par le parti Univers. Nous allons à présent parler de ce que vous proposez. Commençons par les aspects politiques et institutionnels. La Constitution, la loi fondamentale, aujourd'hui, est-ce que pour vous, la Constitution telle qu'elle est aujourd'hui doit être maintenue ou alors vous la modifieriez si vous étiez élu président de la République? La Constitution devrait être modifiée. Oui. En tout cas révisée, c'est le terme consacré. D'abord pour la dépouiller de dispositions superflues ou d'institutions qui de notre point de vue n'ont plus lieu d'être. Donc de cette Constitution nous expurgerions des institutions comme la Haute Cour de justice, qui de toute façon n'est toujours pas opérante. Nous mettrions un terme à l'existence du Sénat, parce que nous pensons que le Sénat participe davantage de l'encombrement institutionnel que de toute autre chose, et que cela nous ferait faire des économies immédiatement de 15 milliards, ou si vous voulez de 12 milliards, parce que nous consacrerions 3 milliards à la mise en place et au fonctionnement d'une autre institution que nous allons créer, la Chambre consultative des anciens et des patriarches, parce que ce qui est bien derrière l'idée du Sénat, c'est l'idée de seniorité. Ça ne concerne pas le Cameroun, c'est depuis la Grèce antique. L'idée de seniorité. Et dans un pays comme le nôtre, il est bien qu'il y ait une instance consultative que le président de la République peut consulter. Une instance qui peut de temps en temps rendre un rapport périodique sur la marche du Cameroun. Parce que les patriarches, les anciens, sont là pour s'assurer que les bornes ne sont pas déplacées. Dans un pays comme le nôtre, nous sommes aujourd'hui dans un univers ouvert, un univers mondialisé. Il faut cela. Et nous mettrions 3 milliards pour son fonctionnement et ça nous ferait 12 milliards d'acquis. Et je vous dirai tout à l'heure où on pourrait les rediriger. Mais la réforme constitutionnelle concerne en réalité aussi le rééquilibrage des pouvoirs. En réalité, quand vous parlez de la Constitution, vous parlez des pouvoirs. Oui. Il est important aujourd'hui de rééquilibrer les pouvoirs. Au niveau de l'exécutif, nous pensons que nous devrions aller aujourd'hui vers un régime présidentiel. Véritablement présidentiel, c'est-à-dire avec suppression d'un premier ministre, mais un ticket avec un président et un vice-président. Je considère que dans un environnement comme le nôtre, c'est le président qui est élu. Et le président doit être au four et au moulin. Ça permet également de rééquilibrer les pouvoirs. Ce président n'aurait pas le pouvoir de dissoudre le Parlement. Le Parlement lui-même n'aurait pas le pouvoir de le démettre de ses fonctions, sauf cas exceptionnel de trahison, par une procédure bien compliquée qui devrait au préalable réunir les 2/3 des parlementaires et les 2/3 des membres des conseils régionaux, seulement dans ce cas bien précis. Ça nous permettrait également de faire respirer la justice.
en faisant une réforme du Conseil supérieur de la magistrature, à la tête duquel ne se trouverait plus le président de la République, mais plutôt, d'abord, nous ferions 2 formations dans ce Conseil supérieur de la magistrature. Une formation pour le siège, une formation pour le parquet. Et le nombre serait mixte, c'est-à-dire des représentants du Parlement, des représentants de l'exécutif, des représentants des magistrats et même des représentants de la société civile. Voilà des réformes. J'embrasse globalement. Mais puisque nous parlons de l'État, avant même de parler du rééquilibrage du pouvoir, l'État, c'est d'abord une collectivité humaine. C'est en plus les pouvoirs, et puis c'est un univers organique. En ce qui concerne la collectivité humaine, il est temps, M. Jean-Bruno Tagné, que nous soyons une collectivité humaine intégrée. C'est pour ça que je propose aux Camerounais d'écrire le contrat social. Parce que je crois que nous n'avons jamais écrit le contrat social. Camerounais, ça peut s'expliquer. Les contextes dans lesquels nos États sont nés. Lorsqu'en mars 1959, on abroge la tutelle au niveau de l'ONU, enfin, on n'a pas demandé notre avis, les choses sont allées très vite, mais on était dans un contexte de revendication d'indépendance. Les États nous sont tombés dessus. Nous n'avons jamais eu le temps de nous asseoir pour nous demander où allons-nous, d'où venons-nous, que voulons-nous. Et c'est important que nous nous arrêtions, parce que l'État, M. Jean-Bruno Tagné, c'est la clé de voûte de tout. Aujourd'hui, les Camerounais ont l'impression de subir l'État. L'État, on a l'impression qu'il nous oppresse, qu'il nous asphyxie, qu'il est là pour nous faire peur, qu'il est là pour nous battre. Parce qu'il a le monopole de la violence légitime, quelqu'un vous l'a rappelé, vous me le disiez tout à l'heure. Qu'il est là seulement pour prélever les impôts alors qu'on ne voit jamais à quoi servent ces impôts. Non. L'État, dans la conception, et je l'ai dit dans le reportage, rousseauiste, puisque c'est de là que ça s'inspire, c'est un compromis national. L'État est au-dessus de nous pour nous protéger, pour nous sécuriser. C'est pour ça qu'il faut que nous nous arrêtions pour redonner corps à cet État. Mais avant, la collectivité humaine, enfin, je m'arrête quand vous voulez, là, dont nous parlons, il faut que nous sortions de la captivité anglophone, francophone, par la révolution linguistique. C'est absolument important. Je le dis rapidement. Et qu'est-ce que vous entendez par révolution linguistique? Je vous l'ai dit tout à l'heure, la langue est un marqueur. Elle nous relie à nos sources. Le fait que nous soyons distingués par des langues étrangères nous pose un problème. La révolution linguistique passe par l'éducation. Aujourd'hui, il faut que soient enseignées les langues nationales. Au primaire, au secondaire et à l'université, ou comme au Ghana, nous allons créer, je vais vous dire, c'est depuis 2009 qu'au niveau de l'enseignement supérieur, notamment au niveau de l'école normale, on a créé un département de langue et culture nationale. Mais en réalité, c'est une expérimentation qui demande aujourd'hui à être véritablement consolidée. Je vous rappelle qu'en 2009, c'était 43 candidats, en 2017, ce n'était que 25. Et d'ailleurs, on ne forme que dans 3 langues, les langues béti. En fait, nous allons créer un institut, d'ailleurs nous allons créer dans les 3 zones linguistiques, dans chaque zone, un institut national, en fait 3 instituts nationaux de langue et culture nationale, qui auront entre autres objectifs d'abord de faire des recherches sur la valorisation de nos langues, sur leur enseignement, et surtout sur la réalisation d'un travail encyclopédique qui va contenir nos langues et culture nationales. Mais pour l'enseignement, il faut 8000, selon le rapport qui vient d'eux-mêmes. Il faut 8000 enseignants, soit 1600 par an, pendant 5 ans, pour pouvoir enseigner les langues nationales dans tout le pays. Mais là, nous avons déjà trouvé la solution, ça repart de tout à l'heure. Oui, alors, vous avez parlé tout à l'heure de la présidentielle qui se déroulait à un seul tour au Cameroun, à la différence des pays africains comme le Mali, la Côte d'Ivoire, le Zimbabwe, j'en oublie certainement. Là également, c'est quelque chose qu'il va falloir modifier. Ben absolument. Oui. Je vous ai parlé tout à l'heure de la ressource, de la collectivité humaine. Je vous parlais de la révolution linguistique. On peut également sortir de la lutte contre le tribalisme ou l'ethnicisme, mais on y revient. Mais il faut également construire un État démocratique, réellement démocratique. Ça passe par la confiance, la restauration de la confiance aux élections. C'est de ça que vous parlez. Et heureusement, le Cameroun a ratifié depuis 2012 la Charte africaine de la démocratie des élections et de la gouvernance, qui est aujourd'hui le standard africain en matière de démocratie. Et je rappelle d'ailleurs toujours que c'est grâce au dépôt du 15e instrument de ratification par le Cameroun que cette charte est entrée en vigueur dans l'espace territorial africain. Mais il faut, en plus des élections, il faut constitutionnaliser l'opposition. Il faut qu'on sache aujourd'hui quel est le statut de l'opposition. Mais également, il faut viabiliser la presse. C'est un outil démocratique. C'est pour ça que nous disons que nous allons créer un fonds de développement de la presse, renfloué à 5 milliards par an. Je vous disais tout à l'heure qu'on fait des économies au Sénat de 13 milliards. On trouverait facilement 5 milliards là-dedans pour un fonds de développement de la presse pour que nous sortions de l'aide
que nous avons aujourd'hui, on distribue L'aide des miettes publique à à la la presse. communication. Oui, il faut viabiliser économiquement la presse. D'ailleurs, il faut réviser même la loi toute récente de 2017, je crois, sur l'audiovisuel, non, 2016 ou 2015, sur l'audiovisuel, qui impose quand même une taxation de 4,5% sur le chiffre d'affaires des médias. Oui. Mais comment ils vont vivre? Mais il faut également les viabiliser juridiquement. En fait, c'est quand même étonnant que nous soyons dans un pays où, quand vous lisez la loi de 90 sur la communication sociale, sur les 90 articles, 27 commence par « est puni d'une peine de ». C'est quand même bizarre, ça. Oui. Il faut réviser la régulation en dotant le Cameroun d'une véritable autorité de régulation de la presse. Mais le syndicalisme, Le qu'en Conseil dites-vous? national de la communication On n'a ne toujours suffit pas pas. une loi Oui. sur le syndicalisme. Vous savez que récemment, la rumeur a circulé que je me suis fait arrêter parce que je suis allé secourir un syndicat au marché des sauces. En réalité, je ne m'étais pas fait arrêter, mais c'est un de mes collègues qui s'est fait arrêter parce qu'il avait fait des images. Passons rapidement, c'est pas important. Mais il faut que la presse retrouve ses lettres de noblesse. Dans notre cas, il y a des projets de loi qui circulent, mais qui n'ont jamais vu le jour, parce qu'on continue à vassaliser le syndicalisme. On reproche au syndicalisme d'avoir trop d'ancrage en politique. Comme si Gaston Donat, Lalaurie et Maurice Méric, qui avaient formé le Oumiobe et autres jusqu'à ce qu'ils donnent naissance le 10 avril 1948, à l'UPC, n'étaient pas des syndicalistes. Comme si en France, la CGT n'avait pas d'ancrage avec le Parti communiste et ailleurs, à Kosatou en Afrique du Sud, avec l'ANC. Donc je pense qu'il faut qu'on sache à un moment ce qu'on veut. Nous voulons un État qui libère des énergies, alors cet État doit être démocratique. Oui. Alors, s'agissant de la forme de l'État, vous l'avez déjà dit, vous êtes pour le régionalisme et non pour le fédéralisme. Passons. Parlons à présent d'économie. Quelle est la philosophie qui sous-tend votre projet économique? Alors, voilà des questions qui sont souvent compliquées. La philosophie économique. Oui. Jean Bruno, remplacez philosophie par ce que vous voulez. Hein, ne compliquons pas la vie oui. à ceux qui nous écoutent. L'économie, c'est l'administration des ressources pour sortir les gens de la pauvreté. Voilà l'économie d'un pays. Comment donc je vais administrer les ressources absolument pour sortir les gens de la pauvreté? Parce que l'un des fléaux, au-delà de la pauvreté, l'un des fléaux qui frappe et surtout la jeunesse au Cameroun, c'est le chômage. Comment donc sortir les gens du chômage ou alors du secteur informel qui semble devenu la seule voie de salut d'une masse importante de la jeunesse camerounaise? Pour sortir les gens de l'informel, oui, il faut qu'ils accèdent à la propriété. Et ça participe de la libération des énergies. Beaucoup de gens, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que nous nous sentons abandonnés par l'État. Mais beaucoup de gens qui se trouvent dans l'informel ne savent pas qu'en fait, ils sont en insécurité. Et qu'ils passent à côté d'énormes privilèges. Et qu'en plus, ça handicape le fonctionnement de l'État. Parce que quand vous êtes dans l'informel, oui, et que vous ne participez pas, par exemple, par l'impôt, il est difficile pour ce même État de construire un système de santé. Mais on y revient tout à l'heure. Revenons aux ressources. La première ressource que nous avons, c'est laquelle? C'est la terre. Le Cameroun, globalement, c'est 47 millions d'hectares. Mais lorsque nous avons enlevé des espaces urbains, les parcs et tout le reste, nous avons 17 millions d'hectares de terres arables. Nous n'en sommes qu'à 5% de l'exploitation de ces terres, ce qui est extraordinaire. Des pays comme le Mali, la Malaisie, je prends des pays comme la Malaisie, le Maroc, sont à plus de 50%. Des pays comme l'Afrique du Sud sont à 15 millions d'exploitation, 15 millions d'hectares d'exploités avec environ 10 000 fermes. Je parle de fermes parce que c'est ce que nous allons faire. Oui. Alors nous nous disons, pendant 5 ans, dès 2019, nous allons mettre en exploitation 20 000 hectares par région. 20 000 hectares, ce qui va donner 200 000 hectares de terres exploitées par an. Et ça va générer, je vous dis un calcul simple, parce que nous allons créer dans chaque commune du Cameroun une agro-industrie. Donc nous allons travailler, faire travailler la terre et nous allons également encourager la création des usines pour la transformation. Quel type d'économie voulez-vous faire? Parce que quand vous dites nous allons créer, qui crée? Est-ce que c'est l'État qui va aller créer des fermes, créer des plantations pour les individus ou alors vous allez favoriser des initiatives privées? Les deux. C'est une économie inclusive. Oui. Je vais vous dire comment ça va se passer. Je voulais vous donner le nombre d'emplois parce que, juste pour vous donner un aperçu, si vous prenez une ville industrielle ou semi-industrielle comme la ville de Niété, dans le sud, qui emploie, à cause de l'EVA et autres, 6 700 personnes, emploi direct dans la ville de Niété.
Si vous faites x 300, ça vous donne 2 100 000 emplois que vous créeriez. Parce que je vous rappelle, et les études sont faites là-dessus, 1 hectare d'exploité, c'est un emploi direct. Je ne parle pas d'emploi connexe. Donc seulement avec la terre en 5 ans, seulement avec la terre, nous créerions plus de 2 millions d'emplois. Ce qui serait extraordinaire. Mais comment on va exploiter la terre? Parce qu'on a tellement mystifié les choses. D'abord, c'est des engagements que nous avons pris. Et nous les réitérons. Parce que tout à l'heure, je vais le dire, ou plutôt je dois le dire maintenant. Allez-y. Parce que si vous voulez que l'État soit efficace, vous devez régler la question budgétaire. Donc la première chose que nous faisons dès 2019, c'est que nous rééquilibrons la dépense budgétaire. 43% pour l'investissement, 44% pour le fonctionnement et 13% pour le service de la dette. Et c'est là-dedans que nous allons consacrer à fonds propres 500 milliards par an pour la préemption des terres, pour l'irrigation, pour la viabilisation. Donc l'État aura des investissements propres, les privés auront des investissements et nous allons encourager les villages agricoles puisque nous vous disons que nous allons créer des agro-industries. Oui. Cela évidemment n'est pas sorcier, c'est une économie inclusive. On a observé ces dernières années, Cabral Libye, une véritable désindustrialisation du Cameroun. Beaucoup d'entreprises ont fermé. Très peu de grosses entreprises viennent s'installer au Cameroun, ce qui signifie au moins que la destination camerounaise ne semble plus très attrayante. Comment pensez-vous pouvoir changer la donne pour rendre le Cameroun attrayant pour les investissements directs étrangers, un peu comme ce qui se fait au Rwanda, en Éthiopie? Je rappelle que le Rwanda vient de voir Volkswagen qui s'installe là-bas pour construire des véhicules. Comment allez-vous redonner de l'intérêt à la destination Cameroun? Alors c'est une question qui a tout son sens. Parce qu'il faut reconnaître une chose, c'est que le Cameroun, depuis 1973 au moins, et même ça s'est accéléré en 2010, 2017 et autres, le Cameroun a démultiplié des mesures pour essayer de rendre l'espace Cameroun attrayant, avec des institutions, des zones franches, avec des lois sur les incitations et tout le reste. Ça n'a pas beaucoup marché. Alors qu'un pays comme le Gabon a créé une zone franche qui déjà en 2015 avait connu plus de 350 milliards d'investissements à la zone des coques au Gabon. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Le problème, c'est lequel? C'est qu'avant de bien traiter ce que vous voulez faire venir, sachez que la façon dont vous traitez ceux qui sont là, à côté de vous, fait fuir ceux qui pourraient venir. Monsieur Jean de Notagné, si vous maltraitez vos enfants, je ne suis pas sûr que les enfants du voisin aient envie de venir chez vous. Nous oublions que souvent les investisseurs étrangers se renseignent auprès des investisseurs locaux. Moi, j'ai échangé avec des hommes d'affaires, M. Jean de Notagné. Je leur ai demandé, puisque moi je travaille sur la consultation, toutes ces choses que je dis là, je consulte depuis longtemps. Je leur ai dit, qu'est-ce qu'il faut que l'État fasse pour vous? Vous savez ce qu'un homme d'affaires m'a dit? Il m'a dit, Cabral, si tu es président, tout ce que nous te demandons, c'est de nous laisser respirer. Nous sommes asphyxiés. La pression fiscale sur les entreprises aujourd'hui, est de l'ordre de plus de 50%. Nous allons vers 57% de pression fiscale. Non. Première chose, commençons par nos propres entreprises. Baissons l'impôt sur les sociétés de 33,8 à 30,8. Je le dis, je l'abaisserai de 2 points. Pour que les entreprises jouent un rôle social. L'entreprise est communautaire. Vous n'ignorez pas quand même l'apport de l'impôt dans le budget de l'État? Non, mais absolument pas. Vous risquez de vous priver d'une source importante de financement de vos projets? Non, pas du tout. Oui. Pas du tout. Allez-y. Je vous dis que je vais baisser l'impôt sur les sociétés. En réalité, pour relancer ce pays, vous n'avez pas besoin de presser fiscalement. Moi, je vais non seulement baisser certains impôts, il y a même des impôts que je vais carrément supprimer. Carrément. La part salariale qui va au crédit foncier, qu'on prélève aux citoyens salariés pour le crédit foncier. Pourquoi continuer à la prélever, par exemple? Eh bien, moi, je me pose toujours la question. Non. Ça, je vais supprimer. Je le dis très rapidement en passant, on pourrait y revenir. Non. Au Cameroun, il faut élargir l'assiette. On a parlé de la question de l'informel tout à l'heure. Il faut élargir l'assiette. Et puis, il faut combattre énergiquement et intelligemment la fraude et l'évasion fiscale. Bien. Je prends, si vous permettez, quelques exemples. Allez-y rapidement. Sur les impôts, par exemple, aujourd'hui, on sait très bien où ça se passe. La disparité qu'il peut y avoir entre des avis d'imposition et la délivrance de la quittance
fait que vous avez aujourd'hui des impôts liquidés qui n'apparaissent pas finalement dans le décompte des recettes parce que ça a été écrasé dans des machines. J'espère que je ne trahis pas un secret. La question de la douane, par exemple. Mais moi, je pense aujourd'hui qu'en réalité, nous devrions baisser la douane. D'ailleurs, je vais engager des négociations avec la CEMAC pour que le tarif extérieur commun baisse. C'est un engagement qui a été pris d'ailleurs à la demande des partenaires étrangers parce que c'est très élevé. Il faut baisser pour que nous soyons plus attrayants. Tout ce que je vous dis là, c'est l'attraction, M. Jean-Bruno Taï. C'est très important à suivre. Finissez. Non, mais il faut baisser de ce côté-là. Donc, en réalité, revenons maintenant au niveau national. Vous savez, j'étais à l'extrême nord. Extrême nord, j'y ai beaucoup travaillé. Je repars d'ailleurs bientôt là-bas. Et non seulement, évidemment, les gens me disaient, mais Cabral, est-ce que c'est normal que tu veuilles devenir président alors que le premier président est à l'étranger? Je leur disais, mais de mon point de vue, c'est comme un sacrilège, parce que, en fait, moi, je suis de la postérité de tous ces gens-là. Autant je veillerai à ce qu'un jour, si le président Biya n'est plus là et que moi, je suis encore là, qu'il occupe la place qu'il mérite comme deuxième président, il faudra que le président Ahidjo revienne très rapidement et que sa dépouille soit sanctuarisée pour la postérité. Mais je me suis posé une question. Comment on peut produire des arachides? Parce que, vous savez, il y a des arachides qu'on appelle arachides garoua. Comment on n'a toujours pas une usine de transformation d'arachides dans ces trois régions depuis autant d'années? Non. J'ai envie de vous dire, traitez déjà bien. Encouragez l'initiative locale. Encouragez l'entrepreneuriat local. Ne perdons jamais de vue que les entreprises que nous avons sont des entreprises communautaires. C'est pour ça que le président français peut venir au Cameroun, rencontrer le président Biya pour faire gagner un marché à une entreprise française privée. Apprenons à bien traiter nos entreprises. La fiscalité. Élargissons l'assiette fiscale, permettons à nos entreprises de respirer. Vous l'avez dit, en deux mots, sur la question du franc CFA qui aujourd'hui suscite beaucoup de passion dans les opinions africaines. Quelle est votre idée? Qu'est-ce que vous proposez sur la question spécifique du franc CFA? C'est la dernière question sur les aspects économiques de votre programme. Permettez-moi de... Enfin, on est passé très vite, vous savez. Parce que pour relancer l'économie, en plus de l'agriculture, il y a des investissements. Et je vous le dis très rapidement en passant. Nous allons investir sur la route. 1000 km de route bitumée par an. Il faut bien que nous arrivions au niveau de la Malaisie ou du Maroc, des pays qui ont été indépendants au même moment que nous, qui affichent aujourd'hui des taux de revêtement de leur route de l'ordre de 80%. Le Cameroun a 80 km de réseau routier, à peine 5133, je dis les chiffres que j'ai pris dans le site du ministère bitumé. Nous allons lancer dès 2019 1000 km de route bitumée par an, dont 200 pour les zones urbaines, 50 km pavés Yaoundé-Douala, 5 km pour les 8 autres chefs-lieux de département en ajoutant Limbe, Kribi, Edea et Tchang, et puis les autres arrondissements. Ça, c'est une chose. La route, les voies de communication. Nous allons lancer le chantier du rail. Kousséri, Kribi, ou plutôt, j'ai fait l'inverse. Kousséri, Kribi, 3500 km. Ça fait 3500 milliards. Avec l'investissement direct étranger, ça se fait. La question de l'énergie. Le Cameroun, en 20 ans, a pu investir pour 500 MW. C'est quand même extraordinaire, de 1998 à 2008. Avec un potentiel de 20 000 MW. Pourquoi nous traînons? Nous allons faire 500 MW par an. Ça fait 500 milliards. Nous pouvons le faire en fonds propres. Puisque nous allons relever le budget dès 2019 à 5 500 milliards et vous en activant le levier avec quelle monnaie? De la fiscalité. Mais puisque vous voulez absolument parler du CFA. Permettez-moi de partager avec vous un amusement que j'ai. Souvent, j'écoute certains hommes politiques dire avec beaucoup de force, nous allons sortir du CFA. Et je dis, mais pour le dire, il ne faut pas y mettre autant de force. Si il est évident, c'est un truisme, qu'il faut que nous accédions à la souveraineté monétaire. Absolument. Maintenant, nous avons le CFA, qui est un instrument de paiement, c'est ça la monnaie, et de compte. Le combat que nous allons mener est un combat progressif. Le premier, c'est la renégociation d'abord du CFA. Première chose, le taux de convertibilité. Nous pensons qu'il faut le ramener aujourd'hui à 20%. Je le dis aujourd'hui peut-être avec plus de facilité en saluant le combat des personnes comme Hubert Kamgang qui ont travaillé sur cette question depuis des années et je m'en suis beaucoup inspiré. Nous allons négocier
le retour du taux de convertibilité à 20%. Ça, c'est quelque chose de très important. L'autre chose, c'est qu'il faut même changer le nom du CFA. Pourquoi ça continue à avoir le sigle qui correspondait à la colonie française d'Afrique? Est-ce que le problème est au niveau de la dénomination ou alors de l'instrument lui-même? La dénomination... Vous pouvez changer le nom, laisser la même Mais j'ai commencé par le fond avant d'aller à la forme. Allez-y. Donc ça, c'est une chose que nous ferions. Troisième chose, il faut même que nous optimisions le système actuel. Souvent, on parle du taux de captation par le Trésor français, évidemment. Oui. Avec le taux de convertibilité et la retention qu'il y a maintenant pour les investissements faits par l'État. Parce qu'il faut dire aux citoyens que si vous et moi, personne privée, nous vendons en Malaisie ou en Chine, rien ne nous est retenu dans le Trésor français. C'est pour les investissements étatiques qui, reconnaissons-le même aujourd'hui, ne sont pas extraordinaires. Nous exportons, en tout cas tout au moins pour l'Union européenne, 7 produits. Mais il faut que nous optimisions le système de la BEAC. Parce que ce qu'on ne dit pas suffisamment, c'est qu'il y a un compte intermédiaire à la BEAC. Et que lorsque nos 50% nous sont reversés, plutôt que nous optimisions le rendement de cela, nous les plaçons quand nous sommes de nuit ici dans les marchés financiers où il y a le jour. Et c'est ça qu'il faut qu'on achète beaucoup de grosses voitures à la BEAC. Donc, nous allons mettre une armée de traders pour rentabiliser et optimiser cette part qui nous est réservée. In fine, nous pourrons un jour mettre dans les 10 ou 15 ans qui viennent, nous pourrons arriver au Panafrique, à la Corée. Donc pour vous, la sortie du franc CFA n'est pas immédiate. Non, elle est progressive. Pour que nous n'affaiblissions pas notre économie et pour que nous ne fassions pas peur aux investisseurs. On vous a bien compris. Sur le plan de la santé, l'actualité a été un peu dramatique ces derniers jours. Ce n'est pas la première fois où des femmes enceintes sont gardées captives dans des hôpitaux parce qu'elles n'ont pas de quoi payer leurs factures d'accouchement. Là, c'est juste un exemple de la somme de problèmes que les Camerounais rencontrent à devoir se soigner. En ce qui concerne la santé, c'est quoi votre idée pour changer la donne? C'est un faisceau d'idées. Oui. D'abord, il faut équiper les hôpitaux et nous allons y mettre 75 milliards tous les ans à partir de 2019 pendant 5 ans. Allez, les milliards, vous les balancez un peu. Non, mais pas du tout. Mais pas du tout. Je viens de vous le dire. En fait... 1000 milliards pour les routes, 75 milliards pour Non, je vous ai dit 1000 km pour 5 les routes. 5 milliards pour 1000 km de route. À un moment donné, bon, on n'a pas toute la nuit pour faire cette émission, mais est-ce que vous pensez quand même à d'où proviendront ces fonds pour financer toutes ces idées? Bien sûr. Dès 2019, nous faisons passer les recettes de 3 300 milliards à 4 000 milliards. Oui. Simplement en stoppant la fraude. Revenons donc et à l'évasion fiscale. C'est pas compliqué. Oui. Et puis nous travaillons avec les investisseurs, les investissements directs étrangers, parce que nous renonçons progressivement à la dette. Bien. Donc ça, c'est pas compliqué en réalité. Quand je vous dis que nous faisons passer le budget de 5 000, de 4 000, c'est plutôt combien maintenant, 5 500 milliards. Oui. Je sais de quoi je vous parle. Oui. Donc en réalité, en fonds propres. Vous savez, vous êtes étonné qu'on puisse équiper les hôpitaux à 75 milliards. Mais je ne vous ai jamais suivi être offusqué de ce que le budget de la présidence de la République soit de 52 milliards, c'est-à-dire 1 milliard par semaine. Passons. Mais pour le cas que vous avez évoqué, ne baissez pas la tête. Pour le cas que vous avez évoqué, n'ayez pas peur, c'est moi qui parle. Pour le cas que vous avez évoqué, c'est scandaleux, effectivement, que des gens soient séquestrés dans des hôpitaux. Bon, ceux-là ont eu la chance, ils sont médiatisés. Moi qui fais le tour du Cameroun, je l'ai fait 2 fois et demi déjà, j'ai trouvé des gens séquestrés dans les hôpitaux partout. En fait, c'est un peu logique avec le système actuel. Hôpitaux publics. Oui, parce qu'actuellement, quel est le système qui est en place? C'est quand vous allez obtenir des soins que vous payez. Et quand c'est urgent, on peut vous soigner et on vous dit payer quand même avant de sortir. Mais il y a des gens qui n'ont pas les moyens. Vous savez, les soins de santé au Cameroun se chiffrent à environ 600 milliards l'an. Mais en totalité même, jusqu'aux médicaments essentiels, c'est 700 milliards. Notre posture à nous, ce à quoi nous engageons le peuple, c'est que désormais, vous irez à l'hôpital et on vous soignera. Mais parce que nous aurons mis en place la caisse d'assurance santé, une assurance publique, qui sera alternative à l'assurance privée. Parce qu'actuellement, le taux de couverture par l'assurance santé est de 1%. C'est l'un des plus bas d'Afrique. Même le Gabon d'ailleurs, je dis même le Gabon est à 55%. La Côte d'Ivoire, niveau de développement comparable, est à 7%. Nous avons étudié la question. Donc il faut relever ce taux-là. Mais peu de Camerounais peuvent accéder à la police santé des grandes entreprises. Nous allons créer une caisse d'assurance santé qui sera renflouée
par la fiscalité et par les contributions individuelles. Nous aurons le système, dont c'est le prépaid, un peu comme votre crédit de téléphone. Oui. Nous aurons le régime des salariés et le régime des indépendants. Mais j'ai préparé ma petite note là-dessus, puisque c'est quand même une question cruciale. Je vais vous dire exactement comment on va rediriger l'impôt. Vous voulez que je vous dise? Très rapidement. Très rapidement, je prends ma petite note. Parce que c'est des choses, quand mes équipes me les ont données, j'ai dit l'intégralité de la part patronale de la contribution au crédit foncier. Vous pouvez noter. La quote-part des recettes de péage et de pesage. La quote-part des recettes de timbre aux aéroports. La quote-part des droits d'assises sur le tabac, les boissons et les alcools. Nous allons d'ailleurs relever les 25% actuels, puisque la fourchette qui nous est donnée par la CEMAC, c'est 40%. La quote-part de redevance des entreprises de télécom. 1% des impositions des dividendes des actionnaires. Les parties des droits acquittés pour autorisation de prospection pour les minerais et autres. 5% des amendes et pénalités fiscales et les parts salariales de contribution au crédit foncier que j'évoquais tout à l'heure. Et même, il faut pouvoir, je parlais de l'impôt tout à l'heure, j'ai oublié de vous le dire, il faut quand même dans ce pays qu'on annule un peu l'impôt libératoire sur les personnes physiques non assujetties à la patente. Ça peut être un peu technique pour vous, mais on aura une occasion d'y revenir. Donc c'est possible, aujourd'hui dans ce pays, nous allons le faire dès 2019, de faire que vous alliez à l'hôpital, comme vous êtes salarié, enfin, je sais qu'à Canal 2, vous êtes grassement payé, il y aura un régime pour vous que vous donnerez mensuellement et on exclura tout simplement ceux qui ne sont pas en âge ou plus en âge de travailler, les moins jusqu'à 10 ans et les plus de 65 ans et évidemment les personnes indigentes. Et cette assurance santé sera obligatoire, c'est ça qui est important. Oui. En réalité, ce n'est pas une obligation où on va pourchasser les gens. Mais il faut savoir que lorsque vous irez inscrire votre enfant à l'école, on vous demandera votre carte d'assurance santé. Lorsque vous irez faire légaliser votre acte de naissance à la mairie, on vous demandera votre carte d'assurance santé. Donc l'accès aux services publics les plus basiques sera subordonné à la présentation de la preuve de ce qu'on s'acquitte de son assurance santé, qui commencera à 1000 francs, notamment pour les plus démunis. Alors, on vous a compris, vous avez tout à fait déroulé sur votre programme, s'agissant des aspects politiques, institutionnels, économiques, la santé également. Aujourd'hui, Cabral Libye, vous présentez votre jeunesse, vous et vos partisans présentez votre jeunesse comme un atout. Donc quand vous voyez comme le Macron camerounais, vous vous êtes vu comme le Ahidjo moderne, des temps modernes, mais à contrario, d'autres estiment que cela pourrait aussi être présenté comme un handicap. On estime par exemple que vous n'avez aucune expérience dans la gestion de quoi que ce soit. Que répondez-vous à cela? Je suis très heureux de ne pas avoir d'expérience dans la gestion de 36 ans qui vient de s'écouler. Je crois d'ailleurs que c'est ça qui justifie en partie que le peuple me fasse confiance. Oui. J'en suis très heureux. Maintenant, je voudrais qu'on me dise, moi qui me revendique d'être l'Ahidjo de temps moderne, je voudrais qu'on me dise quelle était l'expérience du président Ahidjo lorsqu'il devient président à 36 ans. On parle d'une époque, hein? D'accord, mais une époque grave. Parce qu'en fait, le président Ahidjo devient président d'un pays où il n'y a rien. Mais il a pu appliquer son socialisme africain de 60 à 67. Il a pu appliquer son libéralisme planifié de 67 à 75. Il a pu appliquer son développement autocentré de 75 à 82. Ben, il a laissé un pays dont les anciens, nos parents, sont nostalgiques. Il avait été postier, il me semble, quelque chose comme ça, de façon fugace d'ailleurs, et un passage à l'Arcan. Donc, arrêtez avec ça. C'est du mépris. Et moi, je vais vous dire, la jeunesse est un atout. Mais vous savez, regardez comme c'est beau, vous et moi sur ce plateau. Avant, il y a 20 ans, votre beau visage, moi je ne suis pas aussi beau que vous, on ne les voyait pas dans des débats ou des grandes émissions politiques. Monsieur Jean-Bruno Tagné, je suis heureux d'être à l'image de Osende Afana, qui certes assassiné à 35 ans a commencé à 20 ans. Je suis heureux d'être dans le prolongement de Félix Roland Moumié, qui a été assassiné à 47 ans et qui a commencé à 22 ans. Oui, je suis heureux d'être comme Wandje, assassiné à 36 ans, qui a commencé à 20 ans, comme Oumyobe, assassiné à 45 ans, qui a commencé à 33 ans. C'est dans la fleur de l'âge qu'on porte le rêve de transformation de sa société. Alors, moi, je n'ai pas demandé aux autres d'attendre d'être à la retraite pour être candidat ou pour faire de la politique. C'est moi qui devrais en réalité recevoir une prime de respectabilité.
Parce que moi, j'ose, à 38 ans, et le peuple adopte cela. C'est pour cela qu'il m'accompagne. Monsieur Tanier, la jeunesse est un atout. Ce n'est pas moi qui vous apprends que 64% de la population camerounaise, c'est moins de 45 ans. Ce n'est pas moi qui vous le dis. Donc, permettons à ce pays d'être porté par ceux qui sont à la fleur de l'âge, ceux qui ont encore de la volonté, de l'envie, qui veulent construire le pays de leurs rêves. C'est mon cas et rien ne m'arrêtera. Même pas les colibets de quelques personnes assoiffées. On est en train de sortir de cette émission. Vous êtes, corrigez-moi si je me trompe, employé ou alors en service à l'université de Yaoundé 2, c'est bien cela? Vous bien êtes cadre sûr. À l'université. Alors, cette dernière, ou alors pendant pratiquement les 12 derniers mois, on vous a vu entre activisme avec ce qui était à l'époque 11 millions d'inscrits sur les listes électorales. Aujourd'hui, vous êtes dans l'activisme politique, aujourd'hui candidat à la présidence de la République. Est-ce que entre toutes ces activités-là, vous trouvez quand même un peu de temps pour aller à votre travail et mériter l'argent public que vous percevez à la fin du mois? Monsieur Jean Bruno Tanier, oui. Beaucoup ne le savent pas. Oui. Nous avons été camarades. Oui. Ah ben, vous confirmez? Camarades d'université, oui. À soi? Oui. Plus précisément. Oui. Alors, nous y avons les mêmes attaches. Êtes-vous au courant que le recteur de cette université a lancé un appel à ce que je rejoigne mon poste? Êtes-vous au courant de ce que je suis recherché à soi parce que je ne travaille pas? Je ne suis pas très au fait de ce qui se fait dans l'administration. Dans l'administration de l'université. Généralement au fait de beaucoup de choses. Et répondez simplement à la question Cabral. Et celle-là n'aurait pas pu que vous travaillez pour mériter Mais évidemment, le salaire que je travaille. Si je ne travaillais pas, l'université de Yaoundé 2, vous l'aurez déjà fait savoir. Vous connaissez bien le professeur Minkwaché? Oui. Non, vous ne le connaissez pas. Parce que si vous le connaissiez, vous ne répondriez pas aussi facilement, en tout cas après avoir posé cette question. Oui. C'est un homme particulièrement rigoureux et très regardant. Donc je peux vous dire que, au regard de l'article 7 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, de l'article 7 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, parce que la liberté d'opinion, c'est les mêmes articles, 7-7 dans les deux textes, je suis libre, en tant que salarié de l'État, d'avoir des prétentions politiques, de mener des activités politiques. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui l'ai Personne ne vous le nie, hein. Mais enfin, je ne suis pas le premier à le faire. Parce que aller chercher quand le RDPC a une manifestation, où sont tous les hauts commis de l'État? Et je vous dis que s'il y avait un souci au niveau de mon employeur, vous le sauriez évidemment. Bien. Cabral Libye, c'est bientôt la fin de cette émission. La dernière, quelles sont pour vous les qualités que devrait avoir le prochain président de la République du Cameroun? C'est la dernière question. Il devrait être rigoureux, oui, déterminé, humain. Humain. Rigoureux, déterminé, humain. Ben, c'est trois qualités. Vous voulez que j'en ajoute? Non. Est-ce que vous rassemblez donc toutes ces qualités-là pour prétendre à diriger ce pays au soir du 7 octobre prochain? Demandez à mes équipes si je suis rigoureux ou pas. À vous, je demande si je suis déterminé. Je tiens à mon impartialité et à mon indépendance dans cette émission. En tout cas, on vous demande si je suis humain. On vous a très bien compris pendant cette émission. On en reste là, juste le temps de rappeler très rapidement quelques ouvrages qui nous ont permis de préparer cette émission. Je commence par ce livre. Il est tout nouveau. Il est de Titus Edouard. Titus Edouard, le titre... Que j'avais eu le plaisir de rencontrer dans dans un plateau ici, dans l'Arène. Il y a quelques années, il venait juste de sortir de prison. Donc ce livre, il vient de sortir. Cameroun, combat pour mon pays. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire cet essai particulièrement saignant. Il est très bien. Il fait une analyse sans concession de la situation du Cameroun, du régime qui dirige ce pays depuis 36 ans. Vous l'avez rappelé. Un commentaire. Allez-y, un commentaire rapide. Je l'ai déjà lu, j'ai lu le précédent ouvrage. Oui. Et vous savez, parfois, je le lis lui, je lis Marafa Amidou Yaya, qui est en prison, parce qu'il ne pouvait pas ne pas savoir que son ami détournait de l'argent. Un jour, on finira par nous dire pourquoi il est exactement en prison. Mais j'ai lu également Urbain Olangena Awono. Et souvent, quand je lis toutes ces personnes, je me dis quel gâchis, de telles intelligences.
il faut que ces personnes se remettent peut-être au service. Peut-être qu'elles ont été employées dans un mauvais régime, j'en sais rien. Oui. Mais moi, je serais prêt à les recevoir dans mon management. Si, évidemment, pour ceux qui sont convaincus de détournement, ils acceptent de nous en reverser un peu pour reconstruire le pays. Mais je ferai libérer tout au moins ceux qui se trouvent en prison. Vous avez parlé de... Mais ce sont des intelligences qui, je crois, reconverties, pourraient être très utiles à ce pays. Oui. Vous avez parlé de... Vous me permettez de faire un clin d'œil à un jeune ou à un groupe de jeunes. Oui, très rapidement. Je pense qu'ils ont passé quand même un peu de temps en prison. C'est vrai, ils ne m'aiment pas. Ils m'ont d'ailleurs souvent insulté. Mais c'était des amis à l'époque. Monsieur David Eboutoé, Monsieur Sapak, juste un bonjour à eux. Et j'espère que ceux qui regardent certainement cette émission pourront penser un jour à les libérer. Vous avez parlé de Hubin Olangena Awono. Eh bien, bravo. Hubin Olangena Awono qui vient de publier son deuxième ouvrage, Urgence d'un nouveau pacte républicain et social. Ouvrage, vous avez tout à fait raison, qui fourmille d'idées et de propositions sur ce que pourrait devenir le Cameroun. Magnifique ouvrage paru aux éditions du Chabel. Je rappelle vous l'ai dit, ils ont docteur, voilà, docteur en sciences économiques. Il a été ministre de la Santé. La prison, à certains égards, leur aura rendu un grand service. Un autre livre, Antoine Wongo Ahanda, c'est un confrère, Élections, vote et représentation politique des Africains de l'étranger. Vous savez que le vote des Camerounais de la diaspora est très très récent. Je pense que la première fois c'était en 2011, voilà, 2011. Donc il fait une analyse sur le vote des diasporas. Alors un autre confrère, c'est le meilleur d'entre nous, Valentin Siméon Zinga. Malheureusement, il n'est plus journaliste, mais je suis convaincu qu'il reviendra. Il est bien là où il bosse, dans une société de téléphonie mobile, je crois. Bon, peut-être, mais je suis sûr qu'il reviendra à la profession qui doit lui manquer. Cameroun, chronique d'une démocratisation assistée, magnifique ouvrage également qui rassemble un certain nombre de chroniques publiées du temps où il était journaliste à la Nouvelle Expression. On a parlé du franc CFA et voilà, magnifique ouvrage, là encore, un ouvrage collectif dirigé par Kako Nubokpo. Il a été ministre des Finances au Togo et donc le livre s'est sorti de la servitude monétaire à qui profite le franc CFA. Un autre ouvrage, Emmanuel Macron. Vous êtes le Macron et l'Aïdjo des temps modernes, Révolution. C'est notre combat pour la France, on n'en dira pas plus. Et ce dernier ouvrage, vous avez parlé des personnalités que vous respectez, les Oumniobé et un certain nombre de leaders africains, panafricanistes cette fois pour de bon. Et ceux qui s'intéressent au panafricanisme, penser et non le panafricanisme des plateaux de télévision parfois plein d'ignorance, pourrait lire utilement ce livre, Africa Unite, Hamzat Boukari Yabara. Je l'ai en 2 exemplaires, donc celui-ci, il va être offert à un des téléspectateurs qui nous enverra un mot gentil sur Facebook. C'est donc la fin de cette émission. Traditionnellement, on remet... Offrez-le à monsieur Dieu Mesmer, oui. qui est venu me donner 30 000. C'est un moto-taximan à Douala. Je ne suis pas militant de votre parti pour me mettre à récompenser ceux qui vous donnent de l'argent. Vous regretterez un jour de m'avoir fui. Traditionnellement, nous remettons un petit cadeau à ceux qui acceptent de venir nous rendre visite dans cette émission. Ce sera le 2e que vous recevez, cette fois en tant que candidat à la présidence de la République. Oui. Écoutez, bonne chance pour la suite. Il est venu, il a parlé, a-t-il convaincu? À vous d'en juger. C'était la grande interview. Bonsoir.